Ok, du coup, bon, rapide introduction. Donc aujourd'hui, bienvenue à tous. On va expliquer aujourd'hui le modèle économique Ubuntu avec Pierre-Alexandre. Donc Pierre-Alexandre, il va se présenter. Donc en fait, on a deux communautés. On a décidé de, de joindre un petit peu nos synergies pour émerger des idées. Et donc, dans un premier temps, il va rapidement vous présenter c'est quoi le Venus Project, le mouvement basé sur et l'économie basée sur les ressources. Il va se présenter. Ensuite, on va passer une présentation. Je vais essayer d'aller très vite sur la présentation Ubuntu pour vraiment basculer aux questions. Et c'est pour qu'on ait vraiment des échanges et que vous posez un maximum de questions. Donc, il y aura des questions, ce sera Pierre-Alexandre qui répondra, d'autres, ça sera moi. Donc, voilà, je te laisse te présenter. Bon, alors le but, c'est plus de parler d'Ubuntu ce soir, donc ce sera très très rapide, hein, mais donc l'économie basée sur les ressources, c'est un projet scientifique en fait pour résoudre les problèmes du monde, donc qui est différent des systèmes politiques qu'on a actuellement, que ce soit le communisme ou le capitalisme, et donc qui a été créé par un Léonard de Vinci moderne qui s'appelle Jacques Fresco. Donc c'était un ingénieur de génie qui a eu énormément d'idées, qui a créé énormément d'inventions. Et son génie, il a voulu le mettre à la contribution du monde, donc en créant un système qui était bien meilleur que celui qu'on avait aujourd'hui. Et notamment, ce que vous pouvez voir sur quelques petites images rapides, il a créé des modèles de villes en forme de cercle, donc des villes écologiques sans voiture, parce qu'on se déplace dedans avec des systèmes de transport à lévitation magnétique. Et tout est organisé donc de la meilleure manière, parce que le cercle, c'est ce qui minimise les distances. Et donc, au milieu, on a un dôme central avec une grande bibliothèque d'objets de prêt pour tous les objets dont on n'a pas besoin du quotidien, des crèches, des hôpitaux, des écoles. Autour, les lieux de travail, les universités. Autour, la ceinture d'habitation, la ceinture industrielle, agricole et énergétique. Donc, en fait, tout est bien organisé dans dans la ville, pour qu'il n'y ait pas de voiture. Et aujourd'hui, la pollution, c'est 85%, ça vient des villes et du fait qu'elles soient mal agencées. Et dans ces villes-là, tout est gratuit parce que justement, on utilise le meilleur de la technologie et de l'automatisation pour créer une économie d'abondance où on donne accès aux gens à tout ce dont ils ont besoin. Donc, par exemple, la nourriture, on utilisera la robotique, l'automatisation et puis la bioponie. Donc, c'est de l'hydroponie biologique ou la permaculture. Donc, on a des rendements qui seront bien supérieurs sans les frais de transport, sans les traders, sans les taxes, sans les profits, etc. Ce qui fait que la nourriture, on pourrait l'avoir, on a calculé environ 30 fois moins cher. Donc, on la donnerait gratuitement aux gens. Les logements seraient imprimés en 3D ou extrudés, ce qui fait qu'on peut construire des maisons sans aucun ouvrier en moins de 24 heures. Et donc, en fait, c'est là que ça devient politique parce que quand on a la nourriture gratuite, on a le logement, on a les systèmes de transport, etc. Eh bien, en fait, on n'a plus l'obligation de travailler et on a calculé que 97% des métiers allaient disparaître. Donc, les métiers qui sont un petit peu les pansements du capitalisme, hein, ça va être la finance, l'assurance, le marketing, le luxe, la compta, l'administration, la police à 95%, puisque la plupart des problèmes, c'est à cause des disparités économiques. Le judiciaire, du coup, avec les notaires, les greffiers, les huissiers. Voilà, enfin, bon, je suis obligé de faire super rapide, hein, c'est pour que les gens comprennent. Et donc, on a un système où les ressources naturelles sont déclarées patrimoine mondial de l'humanité et où les gens peuvent avoir une vie dans laquelle on vit son plein potentiel et où on va faire les activités, les métiers qu'on aime. Voilà, parce que la plupart, ça va être ça et le reste sera automatisé. Il restera un tout petit peu de métiers qu'on ne peut pas automatiser et puis on mettra en place un service civique, mais ce sera une vie bien meilleure parce que du coup, on respectera la nature et les gens pourront exercer les métiers qu'ils aiment, ils pourront passer du temps avec leur famille, voyager, faire du développement personnel. Donc vraiment vivre une vie pleine de potentiel. Et ça s'appelle l'économie basée sur les ressources. Et ça vient d'un mouvement qui s'appelle le Venus Project. Et nous, en France, on a créé, donc moi je suis le représentant français du Venus Project. On a créé en France une branche qui s'appelle le mouvement pour une économie basée sur les ressources. Voilà. Pour faire très rapide, hein, c'est plus complexe que ça. Voilà. Ok, merci Pierre-Alexandre. Beaucoup. Maintenant, on va. Pardon, excuse-moi. Petit commentaire de Noir Mouton. Oui, on peut mettre de la pierre, on peut mettre du chanvre. Tu vois, il parle de clôture. C'est pas incompatible, hein, faut pas se fixer là-dessus. Donc, je te laisse, Jonate, commencer. Donc moi j'ai bien aimé le terme qu'il a utilisé, abondance basée sur les ressources. Il faut donc le but de la présentation c'est montrer qu'en fait on a déjà toutes les ressources qu'il faut dans le monde.
et aussi en fait montrer que l'argent est juste une fumisterie qu'on nous a foutu ici. Et en fait, c'est pas parce que l'argent disparaît que les usines disparaissent pour autant, que le soleil disparaît pour autant, que les plantes arrêtent de pousser. Et en fait, aujourd'hui, Ubuntu par rapport à Projet Venus, c'est un autre, c'est un projet différent qui sont complètement complémentaires, où on est beaucoup plus sur une nouvelle structure sociale et économique. Donc structure sociale avec une transition économique où la finalité, c'est de réussir à supprimer l'argent. Et je vais pour ça vous parler de quelques éléments avant, vous présenter la slide, vous allez voir, c'est normalement, vous avez un maximum de réponses dans la plupart des slides. Et à la fin, on prendra toutes les questions pour vraiment y répondre et ce sera beaucoup plus intéressant au niveau des questions. Alors déjà, la première étape, c'est que la nature de l'être humain. On dit souvent que l'humain est égoïste, l'humain est individualiste, que l'être humain est un problème. Alors ça, c'est faux. Plein de choses montrent qu'en fait, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain est fait pour briller. Et l'être humain est surtout par nature altruiste. Un être humain ne peut pas vivre seul. Donc, déjà, venons démentir tout ça. Maintenant, cela dit, l'être humain est effectivement individualiste. Mais qu'est-ce qui cause l'individualisme et pourquoi l'individualisme est un problème? L'individualisme est un problème parce qu'en fait, si on fait tous bande à part, bah, c'est compliqué. Et aussi, essayer de monter un meuble Ikea tout seul, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Donc en fait, ensemble, c'est pas mal. C'est meilleur de faire les choses ensemble. Et pourquoi l'individualisme est un problème aussi, c'est qu'en fait, c'est comme un virus qui nous attaque au niveau cellulaire. On peut être tous d'accord, mais si on a tous un problème au niveau individuel, on ne pourra pas régler le problème. D'ailleurs, ça fait 60 ans qu'on manifeste, ça fait 60 ans qu'on fait des pétitions, et en fait, quand on écoute la chanson de Renaud de l'époque, on a l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes, qu'il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on répète les mêmes choses, et en fait, on n'arrive pas à régler le problème de l'individualisme. Qu'est-ce qui cause l'individualisme? Alors, ce qui cause l'individualisme, c'est l'argent, c'est la dépendance financière, pour plusieurs bonnes raisons. Parce qu'il va falloir remplir le frigo. Personne ne va venir remplir le frigo à notre place. Donc, même si j'ai mes meilleurs amis, mes parents ou quoi que ce soit, à un moment ou à un autre, chacun doit se débrouiller pour remplir son frigo. Donc, en fait, on est obligé d'aller travailler. D'ailleurs, c'est pour ça que les manifestations sont souvent le samedi, parce qu'en fait, le lundi, les gens doivent travailler, alors qu'en fait, si on devrait vraiment bloquer, on doit bloquer tous les jours. En fait, si on bloque tous les jours, personne ne va remplir notre frigo, donc on est contraint dans une situation. L'individualisme est un problème pour plusieurs autres raisons. Donc, on a une consommation massive et pauvre. Donc, une consommation pauvre en nutriments, mine de rien, ça rend dépressif. On a beaucoup moins de nutriments qui donnent les bonnes hormones dans le corps. Donc, ça il faut le savoir aussi, c'est très important. Et également, un élément très important, la fausse réalité virtuelle. Un des plus grands médias, c'est Hollywood. Et Hollywood est une énorme manipulation mentale où, en fait, moi, j'adore ces films-là, les films de super-héros, les Marvel, les Avengers. Mais malheureusement, ces films-là sont c'est une erreur pour l'humanité. Parce qu'en fait, à la fin de ce film-là, on a juste l'impression d'être impuissant. On croit qu'on peut nous rien faire. Et en fait, il faut être un super-héros, avoir des pouvoirs magiques pour changer les choses. En fait, vous allez voir que c'est faux tout ça. Tout ça, c'est faux. C'est juste une volonté de leur part de nous faire croire qu'on est impuissant. Mais on est puissant, on a la force. Et vous allez voir, c'est très simple. La solution a toujours été très simple. C'est juste difficile de l'accepter. Ensuite, si l'argent est le problème, pourquoi ne pas le supprimer? Beaucoup de personnes ont dit, ouais, mais on a qu'à enlever l'argent de la société. Sauf qu'aujourd'hui, techniquement parlant, pragmatiquement parlant, c'est impossible. Je ne vois pas comment aujourd'hui, donc et demain, jeudi 30 avril, comment on fait pour vivre sans argent? On n'a pas l'habitude. Ça fait 8000 ans qu'on est conditionné là-dedans comme ça. Et surtout que ça serait le bordel, en fait. Ça serait le chaos. Il faut également comprendre que tout système alternatif d'échange est de l'argent aussi. La monnaie locale, le bitcoin, le shitcoin, tout ce que vous voulez, dollars, euros, tout ça sont des systèmes de transition. Tout système d'échange est un système monétaire. Parce que dès lors que quelqu'un a un rapport de force supérieur à un autre, ça donne la possibilité de reprendre le contrôle du système. Et donc, tout système alternatif d'échange n'est pas optimal. Vous allez voir, en fait, qu'on va parler d'un autre système, ça s'appelle la contribution, ou modèle participatif, c'est déjà très connu. Donc, on va voir au fur et à mesure des slides comment on va y arriver. Donc, si on ne peut pas manifester, si l'individualisme est un problème, si la cause de l'individualisme, si le système financier est la cause de l'individualisme et qu'on ne peut pas supprimer le système, alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas changer les choses par la politique, hein, ça fait des années qu'on voit que ça met du temps à ralentir, même s'il y a des bonnes initiatives tant bien que mal, ça va venir d'en bas et en fait, on va voir comment on va s'y prendre.
Donc, pour supprimer l'argent, on va faire la stratégie complètement opposée. On va générer massivement de l'argent pour s'émanciper de l'argent. Donc, je rappelle, on va générer massivement de l'argent pour s'émanciper de l'argent. Comment? Donc, vous allez voir, en fait, la question, c'est est-ce qu'on ne crée pas la consommation en plus ou quoi que ce soit? Non, pas vraiment. On va voir dans la suite. D'abord, on va parler de quelques données. On va parler de la richesse mondiale. Donc là, j'ai la pyramide des richesses. Donc, il faut savoir que 85% de la richesse mondiale appartiennent à 8% de la population. On n'a jamais généré autant d'argent dans l'histoire de l'humanité. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent dans le système, non, c'est juste que l'argent est stocké là-haut. Il n'est pas en bas. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Et si on prenait juste un tiers de la richesse en haut de la pyramide et qu'on la répartissait à toute la population mondiale, ça générait 700 € de revenus par mois pendant 12 mois. C'est juste pour démontrer, pour illustrer, juste un tiers de leur richesse pour toute la population mondiale. Le SMIC moyen mondial, on est autour de 100 €. Donc en fait, on a l'argent. Si on veut faire tourner l'économie, on a de l'argent. Mais il y a des inégalités, il y a des injustices sociales qui font que cet argent est mal réparti. D'ailleurs, le gaspillage alimentaire, s'il y a un gaspillage alimentaire, c'est pas parce que vous finissez pas votre assiette. Le gaspillage alimentaire, c'est pas parce que on veut pas ne pas donner aux gens. C'est juste que les gens n'ont pas les moyens de s'acheter cette alimentation-là qui fait que ça part au gaspillage. C'est juste ça, le gaspillage alimentaire, c'est que c'est une question de moyens. Maintenant, j'ai parlé d'une autre donnée très importante. Et souvent, cette donnée-là, moi, ça a changé complètement, ça a beaucoup influencé ma vision des choses. C'est que donc j'ai un ami qui a des terrains en permaculture, donc 300 hectares de terrain qu'il gère comme ça, donc en céréales, etc. Et il m'a donné ses indicateurs de performance économique et en termes de plantation. Il m'a parlé de la notion de surface agricole utile. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Donc, surface agricole utile, c'est une terre qui est capable d'être exploitée par photosynthèse. Donc, on peut planter quelque chose. Peut-être pas tout, mais qu'on peut planter quelque chose. Pour vous illustrer ce que ça représente, les surfaces agricoles utiles, on va prendre les terres émergées de la planète. Donc, les terres que vous voyez sur la slide, ça, ce sont les terres émergées. Ça représente 15 milliards d'hectares. Un tiers de ces terres sont des terres en surface agricole utile, soit 30%. Ça représenterait environ le continent africain. Sur cette surface agricole utile, 1,4 milliard de terres sont des terres arables. Donc, arables, ça veut dire qu'on peut planter quasiment tout ce qu'on veut. 1,4 milliard de terres arables. Et d'après ces indicateurs économiques, il nous suffirait juste de la taille de la France pour pouvoir nourrir la population mondiale en termes de céréales, de fruits et de légumes bio. Je répète, il faudrait seulement la France entière pour nourrir la population mondiale en termes de fruits, légumes et céréales bio. Donc en fait, on se rend compte qu'on a largement la capacité de nourrir tout le monde. Oui, dis-moi Pierre-Alexandre. J'ai une question justement, c'est quoi la différence entre les terres arables et la surface agricole utile? Surface agricole utile, c'est une terre, par exemple, ça va être des rizières, donc il y a de l'eau, donc c'est des terres où tu peux pas planter tout type de fruits et légumes. Tu vas pouvoir planter une typologie de légumes. Une surface arable, tu peux quasiment planter tout. Bon, D'accord, tout. ok, super. Ok. Mais c'est des terres exploitables. À savoir qu'aujourd'hui, 50% des terres en France sont des terres agricoles. Et il faudrait 65 000 hectares pour nourrir la planète entière. Donc 2 tiers de la France suffirait à nourrir la population mondiale. Donc non, on n'est pas surpeuplé. Cette connerie dont on est surpeuplé, l'humain étant trop, arrêtez, jetez-moi ça par la fenêtre, c'est du bullshit. Ça, faut arrêter de croire ça. On est largement en capacité de nourrir la population mondiale. Actuellement, on produit déjà 14 milliards de céréales, enfin de quoi nourrir 14 milliards d'êtres humains de céréales qui sont destinés à la viande bovine. Donc en fait, on est capable de produire tout ça. Et donc, il faut savoir qu'à cause des produits chimiques qu'on utilise pour nos terres, on détruit chaque année l'équivalent de quoi nourrir la planète entière. Chaque année, on détruit de quoi nourrir la planète entière. Donc en fait, c'est pas les ressources qui manquent sur la planète, c'est la manière dont nous sommes organisés qui vient tout détruire. Et c'est ce qu'on va voir derrière. C'est qu'est-ce qu'on attend? Si on a l'argent, si on peut nourrir tout le monde, qu'est-ce qu'on attend? En fait, notre problème, il est clairement organisationnel. On est très mal organisé. On a une structure pyramidale, on va y revenir juste après. On a premièrement une asymétrie d'information. Les économistes parlent souvent que la compétitivité stimule l'innovation. Non, connerie. Je suis désolé, c'est une grande... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez toujours Junate, mais moi, ça a bloqué. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez dire si vous le voyez toujours? Parce que moi, là, il y a un bug. de gens parce qu'ils... Allô. Je suis désolé. Ça a coupé. Je suis revenu. C'est bon, t'es de retour. Ouais. T'es de retour. Désolé.
Ouais, parce que quand on m'appelle, je suis en partage de code, du coup, ça coupe la connexion internet. Ok, je reprends. Qu'attendons-nous? Donc, ouais, le problème, il est organisationnel. Donc, on va voir comment est-ce qu'on organise juste après. Et deuxièmement, l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est quoi? C'est en fait, on garde l'information pour soi. Alors qu'en fait, si on mélange nos innovations, donc le libre partage, on se rendra compte qu'en fait, on peut créer des innovations extraordinaires. Et ça, on va revenir à la fin. Donc la compétitivité ne stimule pas l'innovation, elle bride l'innovation, qu'on soit clair là-dessus. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont des projets extraordinaires que vous n'avez pas pu faire pour la simple et bonne raison parce que vous n'avez pas l'argent. Et donc non, en fait, l'argent est un problème, ça bride. Et la compétitivité ne stimule pas l'innovation, ça bride l'innovation. Donc aujourd'hui, notre organisation, on est organisé d'une telle manière, avec des règles, des mœurs, une manière de fonctionner, donc des routes, etc. Ça crée un système. Ce système, donc c'est le système qu'on connaît tel qu'il est actuellement, a des conséquences. Ces conséquences, c'est que ça nous a séparés les uns des autres, ça nous a rendus individualistes, ça nous a fait consommer massivement pour au final provoquer une destruction dans notre environnement. Donc en fait, si on veut revoir, si on veut changer le système, il faut se réorganiser différemment. Comment sommes-nous organisés? On va s'attarder sur notre manière d'être organisé. Hop, ça c'est une slide en trop. Ok, ça aussi, ok. Notre organisation, elle est pyramidale. Clairement, elle est pyramidale. Donc, observez bien la pyramide. La pyramide est constituée de blocs séparés, montés les unes sur les autres. Donc, notre organisation, elle est pyramidale, cellulaire, séparatiste, spécialiste, individualiste et irresponsable. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, on se rend compte que, d'ailleurs, on le fait de plus en plus dans les projets de management, c'est qu'on mélange les différentes compétences, parce qu'en mélangeant les différentes compétences, c'est là qu'on stimule la créativité, qu'on crée d'extraordinaires inventions. Alors qu'aujourd'hui, la société, elle est divisée par métier. Toi, tu seras expert comptable, toi, tu seras financier, toi, tu seras plombier, toi, tu seras agriculteur. En fait, on peut faire plusieurs choses à la fois, en fait. On nous a fait croire qu'on était monotâche, alors qu'on peut faire plusieurs métiers différents en même temps. Et le fait de spécialiser comme ça, en fait, nous rend limités en point de vue. C'est limitant en point de vue. Alors qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, il y a des ingénieurs qui font des projets et pourtant, si les ingénieurs travaillent avec les scientifiques ou ils travaillent avec les agriculteurs ou ils travaillaient avec des médecins, si on arrivait à synergiser tous les corps de métier, on réglerait beaucoup de problèmes beaucoup plus facilement. Beaucoup de problèmes beaucoup plus facilement. Et en fait, on nous a séparés. Du coup, ce qui fait que quand il y a des ingénieurs qui foutent de la merde, je suis désolé de dire ça, les entrepreneurs vont pas se sentir concernés parce que c'est pas leur métier. Alors que si, on est responsable aussi en fait. On est sur la même planète, on est sur la même terre, et en fait, on est concerné par ce qu'ils font aussi. Mais on n'est pas consulté. Il n'y a pas cette consultation. Donc notre système, il est pyramidal, il est séparé, il y a des injustices sociales, et c'est le problème de notre société actuelle. Maintenant, plusieurs bonnes nouvelles. Et vraiment plusieurs bonnes nouvelles. Premièrement, nous sommes en train de réécrire l'histoire. Je répète, nous sommes en train de réécrire l'histoire. Pour une raison très simple. Une civilisation, on considère une civilisation lorsqu'une histoire est partagée, lorsqu'on vit des phénomènes communs et lorsqu'on partage le même but commun. Et d'autres, avant même qu'il y ait le virus d'ailleurs, avant même qu'il y ait ce confinement, l'écologie était enfin le premier sujet qui concernait tout le monde. J'ai voyagé, j'ai posé la question à plein de personnes, et en fait, peu importe vos origines, peu importe votre culture, peu importe votre éducation, les gens ont tous envie de contribuer positivement pour améliorer les choses sur cette planète. Et c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'on a enfin un but commun. D'autant plus que le confinement a été un petit peu le point zéro, on va dire, de l'ère de la civilisation où on est tous partis, on a tous vécu une situation commune. Donc déjà, nous sommes en train de réécrire l'histoire. Deuxièmement, l'information n'a jamais été autant accessible. Regardez, depuis chez moi, et Pierre-Alexandre depuis l'autre bout de la France, et vous depuis partout dans la France et à l'étranger, on arrive à partager cette information-là. Donc Internet, c'est sûr, il y a beaucoup de conneries, mais il y a aussi beaucoup de bonnes informations. Donc l'information n'a jamais été autant accessible. Troisième élément, nous sommes des millions à mettre en place des actions quotidiennement, lancer des projets quotidiennement pour changer les choses. Regardez, il y a Pierre-Alexandre et moi, on s'est rencontrés parce que moi, j'avais lancé l'initiative de mon côté, lui de son côté. On s'est rencontrés et ça a créé une bonne synergie. Et des personnes comme lui, des personnes comme moi, il y en a des millions partout dans le monde. Et c'est là que je vais faire un petit peu mon coup de gueule. Toutes les personnes qui pensent que l'être humain ne sert à rien, que l'être humain de trop, je suis désolé, vous insultez toutes ces personnes qui prennent des initiatives pour aider l'humanité.
Donc, si vous pensez que vous êtes de trop, mettez-vous entre vous et réglez votre problème entre vous, quoi. Si vous êtes de trop, commencez par vous. J'en sais rien. Je suis désolé, c'est mon coup de gueule, mais non, en fait, l'humanité n'est pas trop. Et on est en train de commencer à faire émulsifier quelque chose de très dynamique, très positif. Et dernière bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions, une solution qui résoudrait une majeure partie de nos problèmes. Et c'est là que je vais vous présenter la philosophie Ubuntu contributionnisme, une nouvelle structure sociale et économique. Donc, à comprendre que le modèle que je vais vous présenter est un modèle transitoire pour arriver à un modèle idéal, dans lequel, en fait, ça concorde avec plusieurs visions, notamment le projet Venus. Définition d'Ubuntu. Alors, Ubuntu, la philosophie d'Ubuntu, Ubuntu est une philosophie qui signifie « je suis parce que nous sommes » ou l'unité dans la communauté. Qu'on soit croyant ou pas, on fait tous un. Et ça, je vais vous le démontrer de façon très simple. Vous prenez la planète, vous dézoomez, vous imaginez une vague solaire qui vient et qui tape la planète. On est tous dans la même merde instantanément. Donc, rien que ça nous rend tous un dans la même situation. Donc, la philosophie Ubuntu se base sur ça. On est tous unis dans la même maison et sur cet esprit-là, sur cette vision-là, on va s'organiser. Et le contributionnisme est un isme différent de tous les ismes qu'on connaît. C'est un isme sans argent. Le but du contributionnisme, c'est un modèle sans argent. Et pas de troc non plus. C'est un modèle de contribution et de coopération et de collaboration dans l'unité de la communauté. Donc, c'est un modèle intercommunautaire aussi, on va le voir juste après. Il existe déjà plusieurs modèles similaires, il y a eu des boulangeries participatives, etc. Et tout. On est dans cet état d'esprit, on est parfaitement dans cet état d'esprit-là. Donc, le mouvement Ubuntu a été fondé par Michael Tellinger. Donc, ça, c'est quand j'étais allé en Afrique du Sud. Il a écrit un livre, il est en anglais. Donc, Michael Tellinger est explorateur, fondateur sud-africain. Bon, là, vous avez vu la photo. Genre, normalement, j'avais renié la photo, on voit pas la trace à côté. Donc, il y a Michael Tellinger sur ma droite, Semiroz Managit sur ma gauche. Donc, Semiroz Managit, c'est celui qui a découvert les pyramides en Bosnie. Michael Tellinger, c'est celui qui a fondé le mouvement. Donc, c'est un Sud-Africain. Donc, vous allez voir, il a fait beaucoup de découvertes, beaucoup de travaux. Je suis parti le rencontrer 10 jours en Afrique du Sud. Il est vraiment extraordinaire comme monsieur. Je suis en contact quotidiennement avec lui. Son livre, il est en anglais, donc dont charge des gens qui voudraient bien participer à nous aider à traduire rapidement le livre en français aussi, afin de partager et diffuser au plus grand nombre ce modèle-là. Donc, le principe de base d'Ubuntu, c'est quoi? C'est en fait une structure sociale donc, pour s'émanciper de l'argent, où le but, où chaque personne contribue 3 heures de son temps par semaine pour des projets de la communauté. 3 heures de son temps par semaine pour des projets de la communauté. Dans la limite de nos compétences, de nos connaissances ou de ceux qu'on a envie, on n'impose rien à personne. Tout le monde est libre, on a un libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Mais on demande juste à contribuer 3 heures de son temps par semaine pour une communauté. Et pas de système d'échange, pas de troc, pas de commerce, pas de billets. Vous allez voir en fait qu'il y a d'autres moyens qui existent, c'est la contribution. J'en profite. Noir Mouton, tu peux rester dans les commentaires. Au contraire, on fait appel au troll pour. Le but, c'est pas d'avoir des gens qui vont dans notre sens, c'est d'avoir des gens en fait qui posent des questions un petit peu barrières. Comme ça, on verra en fait qu'il y a vraiment des solutions qui existent. Parce que je voyais un temps qui défile et donc ok. Donc pour en revenir au plan d'action Ubuntu, la stratégie c'est One Small Town. One Small Town can change the world. C'est un seul petit village peut changer le monde. En fait, l'objectif est de trouver un village de 5000 habitants. Peu importe dans le monde, un village de 5000 habitants. Le premier village de 5000 habitants qui arrive à mettre en place ce modèle, ça peut faire la grosse différence. Un seul village, sachant qu'en France, il y a 32 000 communes. Il y a à peu près 9000 villages qui sont capables d'accueillir ce type de modèle-là. Enfin, plus même. Mais il y a 9000 villages qui correspondent à ce modèle idéal. Pour commencer. Donc, c'est sur une base de 3 ans. Pourquoi seulement 9000 en fait villages? Sur quoi tu te bases pour dire ça? J'ai pris parce qu'en fait il y a parfois une masse critique. J'ai pris en gros des villages qui sont en moyenne de 5000 habitants. Donc en gros j'ai pris de 3000 à 10 000. Ça fait combien de villages en France? J'ai pris 7. Mais c'est pas limité en fait. Le modèle peut marcher. Juste qu'en fait si on prend 6000 personnes et qu'il y a 10% qui contribuent, ça commence par une masse critique de 500 et là ça peut faire une différence, tu vois. C'est par rapport à 9000 villages de 5000 habitants en France, c'est ça que tu dis quoi? Plus même en fait. Il y a beaucoup de villages au-dessus de 10 000 habitants, beaucoup de villages en dessous de 5 000 habitants. Je crois qu'il y a à peu près 10 000 villages en dessous de 5 000 habitants ou 2 000 habitants, je crois. On est le pays qui a le plus de communes dans le monde. Ça m'avait surpris. Okay. D'ailleurs, si on devait répartir la population française par village, il y aurait 7 000 habitants par village en France.
pour vous montrer, il y a de la taille, il y a de l'espace en France, il y a vraiment d'espace. Ok. Donc maintenant, revenons sur le modèle économique. 3 heures de contribution de son temps par semaine. Prenons le cas d'un village où les 5000 contribuent 3 heures de son temps par semaine, dans l'idéal. D'accord? On va vraiment se projeter, on ne va pas s'imiter. Donc imaginez 5000 fois 3 heures 3 heures par semaine, ça nous crée une force de travail de 15 000 heures par semaine. Donc force de travail gratuite de 15 000 heures par semaine. C'est comme si on avait 428 équivalents temps plein qui travaillaient pour l'intérêt d'un village de 5000 habitants. C'est comme si donc on avait un fonctionnaire pour 12 habitants ou un salarié pour 12 clients. Et surtout 5000 cerveaux qui mettent à contribution leur connaissance, leur savoir-faire, leur passion pour l'intérêt de tous et l'intérêt individuel. Vous allez voir, il y a un intérêt pour tout le monde de faire ça. Maintenant, à quoi ça correspond financièrement, pragmatiquement? On va rentrer dans un exemple très concret. On va faire un cas pratique sur la boulangerie. Donc, je prends juste l'exemple de la boulangerie. Il y a des dizaines, des centaines de différents projets. Donc, moi, ça parle à tout le monde. Le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie, d'après l'INSEE, c'est 273 000 euros hors taxes. Pour un nombre de travailleurs de 4 au total, dont souvent des associés, des co-gérants, de co-gérants, pour un bénéfice moyen de 35 000 euros net. Sur une baguette de 1 euro en moyenne, sur le coût d'une baguette, on a 22 centimes, 22% qui vont en matières premières, 48% qui vont à la main-d'œuvre, 5% aux énergies, 6% aux taxes, 5% aux investissements, 6% aux loyers et autres charges fixes et divers. Il reste au final sur une baguette 1 euro en moyenne 8% de marge, 8 centimes de marge pour le boulanger. Donc vous imaginez le nombre de baguettes qu'il doit vendre dans l'année et de pain au chocolat, etc. pour générer 35 000 euros. Seulement 8%. Maintenant, prenons le cas pratique d'une boulangerie dans une communauté Ubuntu. Donc en fait, l'objectif, c'est d'arrêter la concurrence, la compétition. Si admettons, on prend un village de 5000 habitants, je prends l'exemple de mon village, il y a 4 boulangeries. On décide de voir ces 4 boulangers, ça se trouve, ils ne voudront pas, mais admettons qu'ils veulent. On demande à ces 4 boulangers de se rassembler et de créer la meilleure baguette artisanale qui soit. Qu'elle soit bio, blé ancien, sans gluten, local, enfin la baguette de votre vie, la meilleure baguette de votre vie. Et on décide et on leur propose de fournir la main-d'œuvre gratuitement grâce aux équivalents temps plein. Pour rappel, il y a 5000 contributeurs de 3 heures. Donc, imaginons qu'il y a 15 équivalents temps plein, donc ça fait, je crois, 128 ou 200 contributeurs de 3 heures. On propose la main-d'œuvre gratuitement. Et aussi, on propose les matières premières gratuitement. Donc, la farine, tout ça là, on propose gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres contributeurs qui sont ailleurs, qui sont sur d'autres projets comme de la permaculture, qui eux vont fournir des produits, des biens, qui vont fournir gratuitement à la boulangerie, qui fait que la boulangerie n'aura plus de frais ni de main-d'œuvre ni de matières premières. Et là, on va identifier le nombre de pains à produire. Donc, on va produire 3 fois plus que ce qu'on a besoin. Pour de la géométrie sacrée, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, 3 fois plus que ce qu'on a besoin. Quel serait le coût d'une baguette communautaire au final? Quel serait le coût d'une baguette communautaire au final? Donc, on n'a plus les matières premières, on n'a plus les salaires. Donc, en fait, on n'a plus que 17 centimes de coût sur une baguette. Donc, même en vendant la baguette à 50 centimes, au lieu d'1 euro, donc à moitié prix, pour un exemple, on génère 33 centimes de marge. Donc, on est 2 fois moins cher que n'importe quel industriel, n'importe quel gros, et on est 4 fois plus rentable. Donc, vous imaginez un petit peu la force qu'on crée en fait. Donc, en gros, pour faire très simple, hein, je vais le rappeler juste après, Ubuntu par rapport au capitalisme, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, la communauté est actionnaire des entreprises et plus de la main-d'œuvre gratuite. Donc ça va faire une différence majeure. Parce que même les Chinois peuvent pas rivaliser avec de la main-d'œuvre gratuite. Parce que même les Chinois, même s'ils sont très 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 peu chers, ils coûtent quand même de l'argent. Donc en fait, on a une stratégie de domination par les coûts. On appelle ça en entrepreneuriat, stratégie de domination par les coûts. Moi, j'ai fait des écoles, enfin, je me présenterai un peu plus après parce que je ne me suis pas présenté pour certaines personnes. J'ai fait une école de management, j'ai différentes entreprises. Et en fait, on va utiliser le capitalisme pour faire évoluer le capitalisme vers un autre système. En fait, on va utiliser cette énergie pour la transformer vers une autre énergie positive. On va pas bloquer, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire de la résistance. Quand ça fait de la résistance, ça fait de la friction. Quand c'est de la friction, ça fait de la tension et ça explose. Donc, tout à l'heure, je disais, on produit 3 fois plus que ce qu'on a besoin. Donc, 3 fois plus que ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est 5000 baguettes, donc 5000 fois 3, donc 15 000 baguettes. Ces 5000 baguettes, les 5000 baguettes sont distribuées gratuitement à toutes les personnes qui ont contribué 3 heures de leur temps par semaine. Gratuitement à toutes les personnes qui ont contribué 3 heures de leur temps par semaine. Que ça soit pour la boulangerie ou que ça soit pour la permaculture, la baguette est gratuite pour tous les contributeurs.
les 10 000 autres baguettes, en me basant sur le marché moyen en France, donc on consomme une baguette et demie à peu près par jour. Si on vend 10 000 baguettes par jour, à 50 centimes la baguette, on est à peu près sur un chiffre d'affaires d'1 825 000 € sur l'année. 1 825 000 €. Je suis désolé, j'ai des allergies aussi en même temps. Donc 1 825 000 €. Allez, admettons qu'il y a 325 000 € de charges de boutique qu'on a mis de côté. Prenons 1,5 million d'euros de bénéfices avant impôt. Ok, on est vraiment sur du bénéfice avant impôt, sur du revenu. C'est énorme, déjà juste c'est énorme. 1,5 million, alors qu'une boulangerie, rappelez-vous, ça générait que 34 000 € de bénéfices nets. Mais on va un peu plus diviser, on va un peu repartager ça. C'est 1,5 million d'euros, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'ils sont repartagés? Alors, de manière très simple, on va rediviser par 3. Un tiers de cet argent va être redistribué aux investisseurs. Les investisseurs, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les personnes qui ont financé le lancement des projets ou, par exemple, les 4 boulangers qui ont mis à contribution tout leur savoir-faire, leur entreprise pour le bien de la communauté. Donc, ils deviennent naturellement investisseurs et récupèrent un tiers des revenus. Les 2 autres tiers vont à la communauté, dont un tiers seront réinvestis pour des projets de la communauté. Donc, 500 000 € pour des projets de la communauté. Et les autres 500 000 € seront répartis entre tous les contributeurs de manière équitable. Ça reviendra à 8 € par mois et par personne, juste grâce à la boulangerie. Sachant que les autres contributeurs contribuent à d'autres projets, donc il y a d'autres revenus qui viennent d'ailleurs. On va faire une démonstration, on va illustrer ça juste après. Il y a donc 5 000 contributeurs. Imaginez qu'on peut faire ça avec 50 projets. J'ai conscience qu'il y a des projets qui vont rien rapporter. Mais il y a également des projets qui vont rapporter 100 fois plus de revenus. Mais restons sur un revenu moyen d'1,5 million. Parce que je suis resté sur la boulangerie parce que c'est vraiment un cas très petit, pratique et ça fait pas peur. Quand je suis parti sur la permaculture, j'ai laissé tomber la slide. J'ai dit c'est trop gros, les gens vont pas y croire. Mais imaginez 50 projets qui génèrent à peu près le même montant de revenus. 50 projets. Donc sur la première année, on générait 75 millions d'euros de revenus sur un village de 5000 habitants. 75 millions d'euros de revenus sur un village de 5000 habitants. 25 millions d'euros pour les investisseurs. Donc en fait, les investisseurs, vous ne vous mettez pas à dos des investisseurs. En fait, il y a des investisseurs consciencieux qui vont vouloir contribuer et en fait, qui vont aider à lancer les projets. Mais à la fin, en fait, la communauté pourra être son propre investisseur. La communauté ne dépendra plus d'autres investisseurs parce qu'elle aura 25 millions d'euros aussi à son tour. Donc 25 millions d'euros pour les investisseurs, 25 millions d'euros pour la communauté, sachant que le budget moyen d'un village de 5000 habitants, grâce aux impôts, c'est à peu près 5-6 millions d'euros. Donc là, on génère 25 millions d'euros en plus. 25 millions d'euros en plus. Donc ça veut dire qu'on a le budget pour faire le meilleur hôpital qui soit dans notre village, le meilleur restaurant, la meilleure cantine. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On n'est pas limité par une question d'argent, par une question de compétitivité, par une question de rentabilité. Et les 25 millions d'euros restants sont répartis équitablement entre tous les contributeurs. Ça revient à 400 € par personne et par mois. Donc c'est vraiment une illustration. Pour résumer, pour 3 heures de votre temps par semaine, vous avez votre pain gratuit, vous avez vos légumes bio gratuits, vous pouvez avoir votre électricité gratuitement, vous pouvez avoir plein d'autres services gratuitement, et en plus, vous touchez 400 € par mois, 400 € par mois. Quelle est la conséquence? Meilleur pouvoir d'achat, vous vous libérez du temps, et surtout les personnes qui travaillent pour des entreprises comme Monsanto, comme pour Bayer, ou tout à l'heure je voyais une vidéo d'abattoir, on disait pourquoi il y a des gens qui travaillent là-dedans, parce que comment ils peuvent travailler là-dedans, peut-être parce qu'ils sont désespérés. Mais en fait, ce genre de personnes n'auront plus aucune raison de continuer à travailler pour ces grosses boîtes, en fait. Et ces grosses boîtes-là, faut pas croire que c'est l'argent qui les rend puissants. Ce qui les rend puissants, c'est la main-d'œuvre, c'est les employés, c'est l'humain qu'il y a dedans, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai des équipes. Je ne suis absolument rien sans mes équipes, en fait. C'est peut-être moi, le mec qui est en haut de l'échelle sociale dans mon entreprise. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est mes équipes qui sont au-dessus de moi, en fait. Si eux, ils se cassent, moi, j'ai plus rien, je ne vaux plus rien. Et c'est pareil pour les lobbyistes. Et je suis une petite entreprise. Donc, si aujourd'hui, on arrive à permettre aux gens de s'émanciper de ce besoin de lobbyistes, ben en fait, les lobbyistes ne peuvent plus exister, en fait, parce qu'il n'y aura plus d'humains pour le faire vivre. Il y en a qui vont vouloir résister. On laissera un petit système capitaliste dans un petit village s'il faut, pour la blague. Est-ce que ça a coupé? Non, ça va. Donc voilà, pour résumer, 400 € par mois de revenus pour 3 heures de votre temps par contribution. Vous continuez de faire toujours ce que vous faites dans votre vie. Hein. Vous continuez de faire votre travail, vous ne changez rien à votre vie, juste vous contribuez 3 heures de votre temps en plus pour une communauté comme Ubuntu. Il faut également savoir que la contribution, si vous contribuez 2 fois 3 heures, vous n'aurez pas 2 fois plus de ressources. Hein. Ce n'est pas de l'échange, comme je vous l'ai dit. Vous contribuez plus de 3 heures, merci, c'est sympa de ta part. En dessous de 3 heures, non. 3 heures, voilà. Donc c'est vraiment 3 heures de contribution. Donc,
que ferez-vous? Honnêtement, que ferez-vous? Vous imaginez, vous avez tout votre temps, vous avez plus besoin autant de travailler, vous avez toutes les ressources et en fait, s'il faut le village a mis en place un conservatoire, vous va apprendre de la musique gratuitement. Donc vous n'avez même pas besoin de sortir de l'argent pour apprendre de la musique ou apprendre une nouvelle chose. En fait, que feriez-vous? Posez-vous vraiment la question parce que c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, c'est pas ce qu'on nous apprend dans la vie, hein. On nous apprend pas des choses, qui nous serviront toute notre vie, c'est-à-dire jouer de la musique, chanter, danser, j'en sais rien, ce sont des choses qu'on pourra faire toute notre vie. Mais en fait, on prend plus le temps de faire ça. On fait de la compta, on fait de la finance, on fait du commercial. Mais c'est pas des vrais métiers humains, ça fait pas appel à l'humain. Donc, posez-vous la question, en fait, que ferez-vous dans un système où vous aurez tout votre temps, vous n'aurez pas de problème d'argent? Parce que ça peut arriver très vite, hein, ce genre de modèle-là. Vous allez voir, ça peut arriver très, très vite. Et maintenant, un autre truc aussi, c'est le potentiel créatif. J'ai parlé du potentiel créatif parce que beaucoup de personnes pensent que, on se rend pas compte à quel point la créativité est l'une des clés pour changer les choses. Et vous avez tous, chacun, et vraiment je pèse mes mots quand je dis, toutes les personnes qui sont présentes ce soir dans cette conférence, il y a presque 80 personnes, vous avez tous en vous tout le potentiel individuel et nécessaire pour changer le monde. Et si vous ne pouvez pas au pire changer le monde, même changer le monde d'une seule personne a tout autant de mérite que changer le monde entier. Donc vraiment, vous avez en vous tout le potentiel nécessaire pour changer les choses. Et vous allez voir, des démonstrations très simples. Je vais prendre deux inventions. Je vais parler de l'entreprise Nawa Technologies. Nawa Technologies est une entreprise française qui a créé des supercondensateurs, donc des batteries à base de carbone. Donc ce sont des batteries où pour la même taille qu'un téléphone, pour illustrer un petit peu, on peut stocker 5 fois plus d'énergie. Et là où une batterie, au bout de 5000 recharges, on va perdre 90% de la capacité, sur une Nawa batterie, au bout d'1 million de recharges, on perd que 10% de sa capacité. On a encore une autonomie parfaite. Donc en fait, l'obsolescence n'existe plus. D'ailleurs, l'obsolescence n'existe pas. On l'a mis, pour le dire les choses ouvertement. Donc déjà, en fait, juste cette batterie-là va révolutionner l'industrie. Ça existe, elle est là, elle est en France. Ils ont fait la Nawa Moto, donc autonomie 300 km en électricité. Donc c'est du carbone, c'est pas du lithium. Le carbone est une énergie renouvelable et propre. Donc on a vraiment une batterie. La technologie existe déjà. On n'a pas besoin de réinventer tout ça. Tout ça existe déjà en fait. Et juste à côté, on a une pièce où en fait on a du quartz, un cristal de quartz, dans lequel en fait ils ont réussi à stocker l'information où on peut stocker jusqu'à 360 téraoctets d'informations. J'ai même vu un autre article qui disait qu'on avait stocké sur de l'ADN. Pour vous illustrer ce que ça représente, il nous faudra en gros que la taille d'un bureau pour stocker toute l'information du monde. La taille d'un bureau pour stocker toute l'information du monde si on arrive à développer technologie pour le faire. Sauf que comme c'est pas rentable, on le fait pas. Dans une communauté comme Ubuntu, on peut le faire. Et Internet, c'est le troisième, ce serait le troisième pays dans le monde à consommer le plus d'électricité, d'énergie. Donc, vous voyez en fait comme quoi en fait des effets, des répercussions que ça peut avoir, l'innovation aussi technologique. Donc la technologie a vraiment du bon, mais il faut que ça serve l'humanité. Il ne faut pas que ça dessert l'humanité. Ce genre de technologie qui nous contrôle, ce genre de technologie qui nous traque pour vendre des services, c'est pas ça la technologie. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. On nous a donné une mauvaise image de la technologie. La technologie a du bon. Et une technologie, c'est pas forcément de l'électronique aussi. La roue, on peut considérer la roue comme une technologie à la base. À l'époque, c'est une technologie qui a permis de révolutionner beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui existent, qui sont propres, qui sont vertes, qui sont naturelles, qui sont pour l'humain, adaptées pour l'humain, qui peuvent vraiment améliorer grandement la vie de chaque être humain sur cette planète-là. Donc, ces deux inventions, juste deux inventions, ensemble, on peut créer des ordinateurs ultra puissants, on peut créer des voitures électriques volantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut enlever le goudron, l'asphalte, le béton. Donc, on peut revégétaliser nos terres. Et donc, en fait, renettoyer tout ça. Dis-moi, Pierre-Alexandre. Juste pour, là, ça c'est l'opinion du mouvement pour une économie basée sur les ressources, mais on considère que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des transports en commun et justement des villes bien faites et des infrastructures bien faites qui évitent qu'on ait des voitures individuelles. Parce que si ta ville elle est bien faite et que tu te balades dans un train maglev qui va à 600 à l'heure, tu n'auras pas besoin de gaspiller des ressources pour créer des voitures volantes qui vont partout. Donc ça, c'est un aspect que nous, on prend en compte dans notre modèle. Mais moi, je voulais juste faire ce petit aparté-là. Ouais. Continue. Et les solutions existent déjà, quoi. Ouais, c'est les solutions, il y en a des dizaines, des centaines, quoi. C'est ça. Je vais parler de cette plante qui est familière pour beaucoup de personnes. C'est une mauvaise herbe. Donc, weed signifie mauvaise herbe. Ça pousse 4 fois par an, partout, n'importe où. Et ça a beaucoup de vertus, notamment l'absorption. Je vais parler principalement de l'absorption des métaux lourds. Le chanvre absorbe les métaux lourds. Donc, ça veut dire que ça purifie l'eau, la terre et l'air.
Donc, en fait, on a une plante que si tout le monde plantait 1 mètre carré de chanvre dans son jardin dans le monde, il n'y aurait plus de pollution mondiale en 3 semaines. Donc, ça a une vertu où 1 mètre carré de chanvre, il me semble, ça nettoie autant que 1 mètre carré de forêt. C'est aberrant. Donc, on a la solution. D'ailleurs, en fait, ça absorbe même la radioactivité. Alors, si vous foutez du chanvre au milieu de Tchernobyl, ça ne marchera pas. Mais par contre, si vous foutez du chanvre autour de Tchernobyl au fur et à mesure, ça peut petit à petit absorber la radioactivité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Très simple. Qui c'est qui va mettre la main à la poche pour payer tout ça? Qui c'est qui va payer la facture de tout ça? Personne. Donc c'est plus facile de faire des études, de dire que non, c'est pas possible. Ça a tout intérêt pour tout le monde. Soit c'est le peuple qui va en payer le prix, soit c'est le gouvernement sur place, soit c'est le gouvernement qui a subi l'attaque, soit c'est l'entreprise, quelqu'un va mettre la main à la poche. Donc on préfère dire qu'on ne peut pas. Alors que si on peut, et avec une société, une philosophie comme Ubuntu, on n'a pas une question d'argent, on peut le faire, on peut nettoyer nos terres en fait. Donc voilà, là je reparle des conséquences. Donc imaginez donc ce type d'invention, ce type de support, ce type de démocratisation de technologie permet de diminuer l'obsolescence programmée, donc moins d'exploitation dans les mines. Donc autant il n'y aura même plus besoin d'aller dans les mines. On a des drones intelligents et qui peuvent aller le faire. En fait, on n'a plus besoin d'envoyer des êtres humains. Si on envoie des êtres humains, c'est parce que c'est moins cher que des robots. C'est juste pour ça en fait. C'est pas parce que c'est pas une question. On sait pas faire des robots qui vont chercher des mines. C'est juste parce que ça coûte cher le robot par rapport à l'être humain. Donc, je préfère exploiter des êtres humains. Et ça, c'est important de comprendre ça en fait. Alors que si on n'a pas une question de rentabilité, on peut envoyer des robots. On n'a pas besoin d'envoyer des êtres humains se casser le dos là-dedans et se tuer la vie, se tuer les poumons. Donc les conséquences sont énormes. Donc on peut supprimer. Donc on me disait avec les transports, on n'a plus besoin de goudronner partout. Moi, j'aime bien dire, on me dit d'avoir les pieds sur terre. Je fais comment? Il y a du goudron. Il y a du goudron partout, du béton partout. Il va falloir revégétaliser les sols. Donc, voilà les conséquences. Donc là, on va passer aux questions. Donc voilà, j'ai fait vite, je suis plutôt content. J'ai pas duré comme la dernière fois. On va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, Pierre-Alexandre, si toi, tu as des questions dans un premier temps, je vais les prendre et ensuite, on va voir les commentaires. Bon, allez, je prends le privilège des anciens. Pardon? Il y a un petit lag, en fait, du coup, des fois, on se coupe, excuse-moi. Ouais. Moi, je me réserve le privilège des premières questions, mais n'hésitez pas à en poser. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Alors, j'ai pris des petites notes. Voilà. Alors, tu parles notamment des investissements, les matières premières. Tu dis que ça coûte 0 dans le cas de la boulangerie. Sauf que, des fois, par exemple, si tu veux faire pousser ton blé, tu vas avoir besoin d'un tracteur, etc. Donc, du coup, je pense que tu es d'accord avec moi que des fois, il y aura quand même une nécessité d'investissement et que le coût des matières premières ne pourra pas être de 0. Mais ce qui n'enlève rien au bien fondé du projet. Ça veut dire que il y a juste des petits coûts en plus. Mais voilà, c'est au cas où les gens se posaient la question. Tu es d'accord avec moi là-dessus, non? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le contributionnisme, la volonté, c'est d'être dans un modèle sans argent. Le modèle que je propose, c'est un modèle transitoire pour générer de l'argent, acheter toutes les ressources qu'on a besoin et pour pouvoir produire les choses, en fait. C'est vraiment par étapes. Donc, effectivement, il y aura des coûts. Donc là, je suis parti vraiment dans l'idéal, vraiment pour permettre de projeter, parce qu'aujourd'hui, on a trop peur de l'espoir. Donc, le but, c'est de projeter. Et en fait, dès qu'une personne, je vais arriver, je perds mes mots, dès que il y aura un petit coût minime, tu vois, mais ce sera toujours des coûts inférieurs aux industriels. Et alors du coup, une autre question qu'on m'a posée, c'est à quel moment vont travailler les gens? Est-ce que parce qu'un des problèmes justement, c'est que alors j'ai vu Laetitia qui a posé une question qui était intéressante et elle disait mais du coup vos boulangers ils travaillent que 3 heures par semaine. Mais oui, mais comme tu dis, il y a une rotation, il y a un équivalent temps plein. C'est-à-dire que on n'aura pas que par exemple 3 boulangers, on aura justement 3 fois 11 boulangers par exemple, donc 11 boulangers qui vont bosser 3 heures. Et ça va donner l'équivalent de un boulanger qui bosse 33 heures, 35 heures, on arrondit. Et c'est en regroupant tous ces 3 heures qu'on arrive à des équivalents temps plein. On n'aura pas qu'une boulangerie qui bosse 3 heures. Tu es d'accord avec ça? Non, cela dit, il y aura des boulangers qui vont bosser à temps plein. Mais dans un premier temps, ces boulangers-là, on les paiera à temps plein, comme s'ils travaillaient encore dans un système capitaliste. C'est un modèle transitoire, tu vois. Mais à terme, il y a des technologies. Enfin, je suis sûr que les boulangers ont déjà eu des dizaines d'idées, d'inventions pour faciliter leur métier, et qu'ils n'ont pas eu les moyens de le développer. Mais dans un premier temps, les boulangers, eux, c'est du travail temps plein. Ils seront payés pour le travail qu'ils font. Donc, ce sera du salaire. On sera toujours, comme j'explique vraiment, on est vraiment sur un modèle transitoire. Donc, en fait, tous les gens qui travailleront à temps plein, donc vu que c'est un métier à temps plein, donc comme dans le système capitaliste, ils seront payés. Mais c'est toujours moins cher que payer 115 personnes. On a juste 4 boulangers, tu vois.
Donc, on est vraiment sur des proportions complètement différentes. J'ai oublié de partager le bénéfice du boulanger aussi. Le boulanger, par rapport à son ancienne boulangerie quand il est seul, il gagnait 40 000 € avec sa boulangerie. Avec un village comme Ubuntu, ça lui revient à 125 000 € de bénéfices supplémentaires. 4 fois plus de bénéfices. Et ceux, ils sont 4 boulangers. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir 4 fois plus de pression. Ils peuvent se diviser par 4 le travail. Donc en fait, on multiplie par 12, en gros, le style de vie. Donc, en gros, 4 fois moins de travail, 3 fois plus de bénéfices. On est sur quelque chose de différent. Et surtout, pas de concurrence. Pas besoin d'avoir peur de couler, en fait. Tu as toute ta communauté derrière toi, en fait. On est vraiment sur une manière de penser les choses différemment. J'espère que ça répond à ta question, Laetitia. Je peux répondre à une question. Je vois, il y a des gens qui demandent est-ce que les gens, les élites vont laisser faire, etc. Donc, j'ai rédigé un article là-dessus pour l'économie basée sur les ressources. Le truc, c'est qu'en fait, naturellement, le système, comme il arrive à sa fin, il va changer parce que ce sera une contrainte structurelle. Pourquoi? Parce que déjà, on est en train de complètement détruire la planète au niveau des ressources. Donc, on a un jour qui est calculé tous les ans, c'est le jour de dépassement. Donc, c'est le jour où, en fait, on a épuisé plus de ressources que ce que la Terre est capable de produire. Donc, par exemple, le renouvellement en bois, en minerais, etc., etc. Et en fait, cette année, donc c'était le 19 juillet, je crois, de mémoire, et chaque année, ça baisse. Donc, ça veut dire qu'à la moitié de l'année, on a déjà bouffé plus de la moitié de ce que la Terre est capable de refaire. Et il suffit que certaines matières ou ressources très, très précieuses disparaissent, ou demain, on va tous couler. Si on prend juste les abeilles, c'est 70% des fruits et des légumes et des céréales qui sont en lien au niveau production. C'est-à-dire que si demain, toutes les abeilles meurent, et franchement, ça peut arriver, on va avoir une grosse famine mondiale, donc des émeutes, et forcément, les émeutes amènent des révolutions et des changements de système. Mais il y a aussi un autre point qui est très, très peu abordé, c'est le chômage technologique. C'est-à-dire que le progrès du monde et la course du monde, c'est que la technologie ne va jamais en arrière. Et donc, demain, on va avoir de plus en plus de gens qui vont perdre leur emploi au profit des robots. Donc, il y a eu des études des cabinets McKinsey très, très prestigieux qui ont calculé qu'en 2030, on aurait 30% des emplois qui allaient disparaître au profit des robots ou de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation. Et donc, ces gens-là sont des gens qui vont se retrouver sur la paille parce que leur emploi va être remplacé. Aujourd'hui, une application, ça peut remplacer en 20 personnes. Avec une appli, on peut faire réserver un voyage alors qu'avant, il fallait se déplacer en agence de voyage. On voit bien que les petits commerces ferment. Et en 2050, ils ont calculé, bon, c'est une estimation, mais que ce serait 64% des emplois qui pourraient disparaître. Donc, on va se retrouver dans un système où il y a des gens qui vont avoir tout, donc des milliardaires, des trilliardaires, des gens qui possèdent les moyens de production, et des personnes qui, elles, n'auront pas forcément les compétences parce qu'ils n'ont pas été formés à l'intelligence artificielle, à la robotique, on ne va plus leur proposer d'emploi. Donc, on aura des gens qui seront au RSA ou qui seront très pauvres. Ça risque d'amener des mouvements sociaux très importants. Donc, une des choses qui va certainement arriver, là, ils en parlent dans plein de pays, même avec le coronavirus, c'est le revenu de base. Le revenu de base, ça va permettre à des gens, donc par exemple, on leur donne tous les mois une somme, ça peut être 1 000 €, les économistes, il y a des discussions là-dessus, mais l'important, c'est de comprendre qu'ils auraient de quoi vivre, donc de quoi se payer leur nourriture, leur logement, etc. Le problème du revenu de base, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes, parce que le revenu de base, on va avoir une frange de la population très pauvre et qui aura que ça, et les autres qui auront tout. Et en plus de ça, ils pourront plus consommer, les gens, donc le modèle économique va s'écrouler, parce que si on n'a plus d'argent pour consommer, même si les riches produisent, naturellement, ils ne peuvent plus vendre. Mais en plus de ça, leur revenu de base, même si ça paraît confort, ce qu'on a au niveau argent, même si on donnait 2 000 ou 5 000 €, on sera toujours pauvre parce qu'il y a le mécanisme naturel de l'inflation derrière qui fait que tous les prix vont augmenter. Par exemple, ce que je donne toujours comme exemple, c'est comment les prix des loyers sont fixés. C'est en fait le jeu de l'offre et de la demande. Pourquoi c'est très cher à Paris, à Londres? Pourquoi c'est pas cher dans la Creuse ou à Saint-Étienne? Parce que en fait, on a beaucoup moins de demandes, alors qu'à Paris, on a beaucoup de gens prêts pour les emplois, pour la vie culturelle, à vouloir aller là-bas. Mais en fait, c'est une négociation, un jeu de l'offre et de la demande avec un pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que personne ne veut finir clochard, personne ne veut finir à la rue. Donc naturellement, le prix va se fixer au niveau du loyer à ce que la personne est prête à payer. Et les prix les plus bas des loyers vont toujours se fixer par rapport à ce que les gens qui gagnent le plus bas salaire sont capables de payer. Donc naturellement, le prix d'un loyer va toujours se fixer de sorte que la personne, à la fin du mois, elle a juste de quoi se nourrir, payer ses factures et se loger. Et en plus, son salaire est fixé comme ça parce que personne… en fait, on est obligé d'accepter ce que tu disais, des emplois qu'on n'aime pas ou qui sont mal payés parce que tu ne veux pas crever de faim, tu ne veux pas finir à la rue, tu veux nourrir ta famille. Donc, même si tu produis plus pour l'entreprise, même si tu as une plus grande valeur économique, l'entreprise sera toujours incitée à te payer le plus bas possible parce que déjà, ils ont le pouvoir
ils ont le flingue sur ta tempe, c'est-à-dire que sinon demain, mec, tu finis clochard. Et en plus de ça, même si l'entreprise est éthique et qu'elle va pas le faire, l'entreprise d'à côté, si elle le fait, si elle va défiscaliser dans les paradis fiscaux, si elle paye moins ses employés, si elle leur met plus la pression, c'est elle qui va faire le plus de bénéfices, donc elle va faire couler les autres entreprises. Donc naturellement, l'entreprise qui s'en sort, c'est l'entreprise voyou. Donc tout ça pour répondre à la question, je suis un peu long, c'est que naturellement, il va y avoir un changement qui va arriver. C'est inévitable parce qu'entre le chômage technologique et le fait qu'on est en train de niquer la planète, désolé d'être vulgaire, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des mouvements sociaux. Et c'est là qu'il faut amener les solutions et c'est ce que nous, on essaye de faire. Je te laisse continuer, Junaid. La perte d'emploi, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne nouvelle. Donc, très bonne chose. Ouais. Je suis remonté un peu en haut, donc je sais pas si c'est une nouvelle question. Je vais juste reprendre deux, trois trucs que j'ai bien aimé, sur lesquels j'aimerais bien rebondir. Je vais essayer de court et rapide, comme ça, je reviens sur d'autres questions. Donc là, cette vision est compatible avec le système actuel, nos dirigeants, la manipulation des masses avec la 5G, etc. Il faut comprendre qu'en fait, la plus grande manipulation des masses, c'est croire qu'ils contrôlent tout. Ça, c'est la plus grande manipulation des masses. Donc, croire qu'ils ont le contrôle, c'est déjà avoir cédé à leur contrôle. Ils n'ont pas le contrôle. C'est pas vrai, en fait. Ça, c'est pas vrai. Le but, c'est d'avoir de l'espoir. Dès qu'on a de l'espoir, l'espoir, c'est l'ennemi des empires. Et dès tant qu'on a de l'espoir, et c'est l'objectif de cette conférence, c'est vous dire qu'il y a de l'espoir et vraiment beaucoup d'espoir. Je mise sur autant d'êtres humains qui existent qu'il y a autant d'espoir, en fait. Donc déjà, non, ils n'ont pas forcément le contrôle là-dessus. C'est une question. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut rien faire. Ok, parce qu'il y a une question en mode qui était, c'est qui des personnes handicapées et personnes âgées qui ne donneront pas de leur temps. Alors, je suis complètement d'accord avec la réponse de Runfola. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut rien faire. Idem pour les personnes âgées. Vous imaginez pas à quel point, en fait, ce genre de modèle-là permet de retrouver la place aux gens pour leur expertise, pour leurs compétences. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas de compétences. C'est au contraire, il y a plein de compétences, des gens talentueux qui ont tout à nous partager. Donc c'est un faux problème, en fait. C'est même un faux problème. En fait, il y a des handicapés qui sont très compétents, qui sont capables de travailler, il y a même des handicapés chefs d'entreprise, mais en fait, ça dépend du handicap. Si tu as vraiment un handicap trop lourd, voilà, c'est comme aujourd'hui, on va jamais laisser les gens sur la paille si tu peux vraiment rien faire, que tu es un légume dans un fauteuil roulant, c'est assez triste à dire. C'est plus compliqué. Mais pour les gens qui n'ont pas une incapacité totale, on peut toujours faire des choses, même si on travaille moins, même si on fait du bénévolat, même si on fait des actions qu'on aime, on peut composer de la musique, on peut enseigner, on peut se prendre d'une passion. Donc ça dépend du degré, mais bien sûr, si on prend les handicapés très très lourds, ce sera comme les systèmes d'aujourd'hui, on les aidera, voilà. Je pense que c'est clair, quoi. Ouais. Jamais la réponse de Beyond the Beyond qui répond Noir Mouton, la commune va s'autonomiser sans tenir compte du système en place, elle sortira du système. Je vais rebondir un petit peu là-dessus. Ça va se passer au niveau local, ça. On va pas taper là-haut, en fait. D'ailleurs, l'objectif, en fait, c'est que actuellement, il y a le second tour des municipales qui vont arriver bientôt. Et nous, on aimerait bien, idéalement, qu'il y ait un maximum de listes qui portent le message. Le but, c'est pas de gagner les élections municipales. C'est qu'il y a un maximum de listes, il y a un maximum de personnes qui portent le message autour de vous. Parce que même si une liste perd, j'invente, avec 600 voix qui disent oui pour le modèle économique, c'est toujours 600 personnes qui sont prêtes à commencer avec 3 heures de leur temps par semaine. Et l'une des raisons pour laquelle, souvent la question qui revient, c'est pourquoi ne pas faire ça nous-mêmes de notre côté? En fait, c'est que si nous, on fait ça de notre côté, en fait, effectivement, l'État peut, d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu pour les zadistes, empêcher de mettre ça en place. Mais le fait de choisir la voie électorale, la voie municipale, on ne peut pas venir à l'encontre d'une élection républicaine, une élection constitutionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, on le fait au niveau local, à la première élection la plus locale, c'est-à-dire les conseillers municipaux, même si je sais qu'il y a plein de contraintes avec les communautés d'agglomération, le but, c'est de porter le message. Et vraiment, une des priorités, c'est de partager le message à un maximum de personnes autour de nous. On essaie de faire des lives régulièrement. Il y a le groupe Facebook, il y a la newsletter que vous pouvez voir sur le lien YouTube que je vous renverrai tout à l'heure. Donc, pour être informé et partager l'information. Il y a même une petite vidéo de 5 minutes qui résume tout ça, qui a été traduite d'ailleurs par l'équipe du Venus Project. Merci d'ailleurs. Donc, elle est en voix française. On vous la repartagera en commentaire. Donc voilà, pour répondre pour dire comment on va sortir du système. On va sortir du système pas en y mettant de l'opposition. Si on fait de l'opposition, ça sert à rien. On va utiliser cette énergie et la convertir différemment. Et ouais, non, mais ça, c'est important de le dire, Junaid, parce que il y a plein de gens qui critiquent des vidéos sur Internet où ça dit Macron, c'est pas bien, les gilets jaunes qui manifestent, ça casse. Mais le truc, c'est que généralement, derrière, personne propose. Moi, je trouve que justement, Ubuntu et le mouvement pour une économie basée sur les ressources, on fait partie des rares à vraiment
proposer des solutions et en plus qui peuvent être locales mais aussi globales parce qu'il y a plein de gens qui ont des solutions géniales. Hein. Franchement, tous les gens qui proposent la permaculture, des éco-villages, des systèmes avec des trucs au tech, c'est génial. Et on a besoin de tous ces gens-là. Le problème, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit que ça ne changera pas le monde parce que si tu crées un éco-village, à côté, tu auras toujours les grandes banques qui vont investir dans le pétrole, dans l'armement, dans les sables, les sables pardon, les gaz de schiste, et les sables bitumeux, les choses comme ça. Si tu crées pas une dynamique qui va enrayer le système actuel, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que je peux juste faire un petit aparté aussi sur la monnaie fondante, aussi sur un meilleur système monétaire en transition, Junaid, ça te dérange? Vas-y, on va se prendre beaucoup de questions juste après, si tu peux faire rapide. C'est le dernier que je fais, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est pas très très connu. En fait, il y a un concept qui s'appelle la monnaie fondante. Donc, c'est un truc à base d'intérêt négatif parce qu'aujourd'hui, pourquoi un des plus gros problèmes du système monétaire, c'est le fait qu'il y ait des intérêts bancaires. Donc, il y a des gens qui sont très très riches et qui captent énormément d'argent. Aujourd'hui, 80% de l'argent qui circule dans le monde, c'est pas parce qu'on a travaillé pour le gagner, c'est juste la finance. C'est énorme. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, c'est la finance qui gagne de l'argent avec des intérêts. Donc, si par exemple, vous avez 1 million d'euros sur votre compte et que vous le placez à 4%, eh ben, vous allez gagner 40 000 euros par an sans rien faire. Alors que ça, c'est le salaire d'un ingénieur qui a fait un bac plus 5 et qui se lève tous les matins pour aller travailler. Et donc, un des trucs importants, c'est qu'il existe un concept qui s'appelle l'intérêt négatif. Donc, ça veut dire qu'au lieu que donc en fait, les banques seraient nationalisées, la monnaie aussi, et au lieu que les gens gagnent de l'argent sans rien faire, en fait, l'argent doit absolument circuler parce que si l'argent ne circule pas, il n'y a pas d'économie. Donc, si quelqu'un ne veut pas prêter son argent, on lui met un intérêt négatif. Par contre, s'il le prête, c'est garanti par l'État et il ne paie rien. Donc, tout l'argent que vous avez gagné, il est à vous et vous n'avez pas de problème. Mais on n'a plus de gens qui gagnent de l'argent sans rien faire sur le dos des autres. Et là, on a et l'argent, les intérêts négatifs sont compensés à la fin, on revient à zéro. Et donc, en fait, on a un système monétaire qui est beaucoup plus sain parce que justement, on n'a plus de spéculation, on n'a plus de gain qui est fait sur l'argent. Et ça, nous, ça fait partie des modèles de transition avec les crypto-monnaies open source qu'on voudrait mettre en place. Bon, voilà, c'est la dernière intervention, mais je l'ai trouvée utile. On ne va pas vraiment être sur les questions. Alors, je vais juste répondre aux questions de Laetitia parce qu'elles sont très importantes pour moi. Pourquoi les boulangers travailleraient si c'était gratuit pour ceux qui travaillent seulement 3 heures par jour? Donc, je veux dire pourquoi ils travaillent à temps plein, en plus pour de l'argent dont on n'a pas besoin. En fait, on va contribuer 3 heures de notre temps pour la communauté, mais honnêtement, moi, si je mon temps, j'aimerais bien apprendre à faire du pain, passer mon temps là-bas, en fait. On se rendra compte qu'en fait, il y aura beaucoup de personnes qui voudront naturellement, et d'ailleurs, par expérience, chaque fois que je fais une conférence, quand je pose la question s'il y a des gens qui seraient OK pour faire ça, ils sont beaucoup plus nombreux que le nombre de personnes dont on a besoin pour répondre aux besoins. Les gens, ils sont prêts à aider pour la communauté. Ils sont vraiment prêts à aider, en fait. Et sauf qu'on les a jamais donné l'opportunité. Et en fait, quand il n'y a plus d'enjeu d'argent, on le fait par passion. Donc, il y aura des gens passionnés qui vont émerger. Il y a des gens qui n'ont pas fait boulanger, pas parce que leurs parents, ils ont dit de faire de l'économie. Autant, ils vont dire, non, mais moi, j'ai envie de faire du pain, j'adore faire le pain, j'aime trop partager ça. Donc, en fait, on s'attend pas du tout, en fait. Et ça, c'est un truc dont je parle, c'est le point virgule. C'est en fait, un point virgule, c'est un truc où, une fois qu'on l'a sauté, le verrou, on se rend pas compte du potentiel qu'il y a derrière. Voilà pour répondre à la question. Bonsoir, mesdames et messieurs. Question, comment égaliser les bienfaits du cannabis lorsqu'on voit les réprimandes sur l'état du CBT? L'objectif, dans une communauté comme Ubuntu, on ne va pas sur ce qui n'est pas légal. On va sur ce qui est légal. Et on utilise ce qui est légal petit à petit, jusqu'à ce qu'on devienne à notre tour un lobby, entre guillemets. Si aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir de plus en plus de communautés Ubuntu, en fait, Ubuntu national devient un lobby à lui seul, de dire, ah ben vous le faites maintenant. Donc, aujourd'hui, le lobbying, c'est une question financière, en fait. Si au bout d'un moment, Ubuntu a les moyens financiers, Ubuntu devient un lobbyiste du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc, au final, on part de ce moyen-là, on fera passer ce qui a été interdit, on légalisera petit à petit. Mais ça va arriver, honnêtement, moi je spécule là-dessus, tout ce qui est cannabis, ça va arriver prochainement, c'est trop flagrant, beaucoup de pays qui le démocratisent, c'est prochain. J'ai mis ma main coupée dans les années à venir, les quelques années, là, 1, 2 ou 3 années, ça sera probablement légalisé, quoi. Je pense en France, d'ici 10 ans, le cannabis sera légalisé. C'est une idée qui arrive à maturité, quoi. Ok. J'aime bien cette réponse de Beyond the Beyond. S'il n'y a plus de moutons, les barges disparaissent. À chacun de s'émanciper, de ne plus adhérer au système. Yes. Je peux dire un truc là-dessus, un petit truc, c'est qu'il y a notamment une action que vous pouvez faire qui est aussi importante que le butin de vote, c'est de choisir une banque éthique. Donc il y a notamment la NEF et le Crédit Coopératif qui investissent dans des projets comme ça utiles, agriculture biologique, fonds Abbé Pierre,
développement social, etc. Alors que si vous êtes à la Société Générale, au Crédit Agricole, etc., bah, ça va dans les paradis fiscaux, ça investit dans Boeing, le tabac, l'armement, les choses comme ça. Ils font ça avec votre argent. Donc vous avez un vrai pouvoir en retirant votre argent des voyous et en le mettant dans des choses éthiques. Et ça, très peu de gens le savent. Le pic pétrolier a été atteint en 2008 pour le pétrole conventionnel et en 2018 pour le non conventionnel. Cette ressource va se faire de plus en plus rare. Alors là, on va rentrer sur un sujet un petit peu polémique. Je vais faire un truc très bref. En 1930, il y a eu un inventeur, on a supprimé son invention, où ça lui permettait, en gros, en un plein, de faire 4000 km avec un moteur V8. Cette technologie existe depuis presque 100 ans. Donc en fait, le pétrole, on nous l'a fait croire que c'était rare. En fait, chaque fois qu'on nous fait croire que quelque chose est rare, c'est pour le privatiser. Et c'est pour augmenter les prix. Donc posez-vous la question pourquoi on nous fait croire que c'est rare. Je ne cautionne pas le pétrole, attention, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, non, il n'y a pas de pénurie de pétrole, au contraire, et non, il y a d'autres alternatives au pétrole qui vont arriver. Donc en fait, c'est encore du mensonge, comme d'ailleurs la rareté de l'eau. On nous fait croire que l'eau est rare, mais en fait, l'eau n'est pas rare, l'eau elle est abondante. On l'a raréfiée. On l'a raréfiée, pourquoi? Parce qu'on l'a privatisée et on l'a polluée. C'est les deux problèmes. Et si on enlève les deux problèmes-là, en fait, l'eau, il y en a en abondance pour tout le monde. C'est la même réponse. Et vous verrez qu'en fait, on supprime, comme tu as dit, 87% des métiers qui disparaissent, il y a à peu près 60-80% des industries polluantes qui disparaissent aussi. Donc en fait, on règle le problème à la source, on pense pas une plaie en fait. Je dis un truc là-dessus, par exemple, tu sais ce qu'ils font dans les mines de diamants en Afrique du Sud, en fait, ils les crament, ils les brûlent, justement pour créer, quand il y en a trop, une pénurie, une rareté, pour augmenter les prix. Ou en finance, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont affamé l'Afrique plusieurs fois, donc ils font ce qu'on appelle un corner en finance, c'est-à-dire qu'ils vont acheter tous les produits. Par exemple, il y a déjà des grands financiers qui ont fait ça sur le blé ou sur l'argent, ils vont tout acheter, ils vont tout stocker. Du coup, il va y avoir une demande énorme et ils vont plus le donner et les prix vont flamber et à ce moment-là, ils vont revendre au prix le plus cher. Ou par exemple, les pétroliers, au lieu d'arriver dans le port, ils continuent à faire des tours et ils attendent que le prix du pétrole augmente avant de livrer, tu vois. Donc c'est une rareté qui est artificielle et qui est générée. Ouais, mais c'est aberrant. Et l'économie sociale et solidaire. Mais en fait, on est sur une économie sociale et solidaire. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait, on est déjà dans l'état d'esprit, en fait. En fait, Ubuntu, ça rejette pas les autres modèles économiques. Ubuntu, en fait, ça juste simplifie. Ça simplifie tout. C'est 3 heures de ton temps par semaine. T'es égoïste, tu comprends rien, c'est pas grave. Viens faire 3 heures, tu auras ton pain gratuit. Viens faire 3 heures, tu auras l'électricité gratuitement ou du moins pas cher. Très simple. On reste vraiment sur du simple. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est du conditionnement éducatif. Dès le CP, on nous fout des problèmes. Donc, on nous apprend à réfléchir de manière compliquée. La vie est simple. Ce qui est difficile, c'est de l'accepter qu'elle est simple. Et c'est très difficile d'ailleurs. Enfin, simple ne veut pas dire facile. C'est difficile d'accepter que c'est simple en fait. Et la solution, elle est simple. Et c'est difficile de l'accepter en fait. On me dit non, mais c'est pas possible, etc. Mais en fait, si, complètement. Et là, j'ai fait très bref dans ma présentation. Mais Michael Tellendia a fait un boulot monumental et monstrueux. Il faut lire son livre. Il est en anglais malheureusement. Il faut lire son livre. On va le traduire. Hein. Voilà, moi, avec les gens de l'économie basée sur les ressources, on va vous aider aussi. On va le traduire. Il faut que les gens le lisent en français. Oui. C'est un super bouquin. Ouais. Très top. Franchement, c'est très top. Ah, ok. Est-ce que cela est pris en compte dans l'élaboration de cette ville? Est-ce que cela. Attends, il a posé une question avant, je pense. Ah, par rapport au pétrole. Bah oui, je pense qu'on a dû répondre à la question par conséquence. Ok, je vais voir. Bonsoir, mesdames. Attends, je vais voir si. Du coup. Je vais voir parce qu'il y a des questions qui sont passées que j'ai pas pu voir. Parce que là, du coup, ça a zappé d'un coup. Ok, bonsoir. Ok. Bien commun, les personnes. Ah oui, je crois qu'il y avait comment vous avez vu la protection des biens des personnes. Ça, c'est intéressant. Mais en fait, les lois sont simples, en fait. C'est. Pourquoi tu veux qu'on protège? Tout le monde a tout ce qu'on veut gratuit. En fait, c'est à toi, c'est fait pour toi, c'est sur mesure, c'est à toi. Si les gens ils volent, c'est parce qu'ils sont en manque. Ils sont en manque, soit d'argent, soit de quelque chose en fait. Il y a eu un problème dans le passé. Et en fait, souvent on se rend pas compte, mais 95% des problèmes des gens qui sont incarcérés partent d'un problème d'argent qui a eu une conséquence d'un problème de famille, qui a eu une conséquence d'un manque d'amour, qui a eu une conséquence de troubles psychologiques et qui a eu d'autres conséquences négatives. Et en fait, c'est à toi, c'est ton bien. Pourquoi on a besoin de protéger? Tu peux même partir ta porte ouverte. Tout le monde a tout ce qu'il veut gratuitement, enfin en abondance. On est dans une planète d'abondance. Il faut savoir qu'un pommier en crée 10 000 autres. On est dans une planète d'abondance. Il faut de l'eau, du soleil, de la terre et un peu d'air et on peut nourrir la population entière. Et, et en fait, on n'a pas besoin de protéger les biens. Tout le monde aura des propres biens. C'est ce qu'on appelle l'économie d'abondance. Nous, dans le stade de l'économie basée sur les ressources, on prend l'exemple d'une île déserte où il y a 100 personnes et il y a 10 000 orangers. Combien coûte une orange? Bah, en fait, ça vaudra rien parce que si quelqu'un essaye de te la vendre, bah, tu vas dire bah non, j'ai juste à la ramasser sur l'arbre d'à côté. Si tu crées les biens
en abondance, c'est-à-dire que si tu crées assez de nourriture et qu'avec nos systèmes que j'ai décrits au début et que ça rend la nourriture gratuite aux gens, que les gens ont leur logement, qu'ils peuvent avoir les objets, ce qui est une grande bibliothèque d'objets de prêt, que tous les gens ont ce dont ils ont besoin, pourquoi tu vas aller la voler? Pourquoi tu vas aller voler l'orange de quelqu'un si tu peux en avoir une sur l'arbre d'à côté? Donc c'est le concept d'abondance. Tant qu'il n'y a pas de rareté, il n'y a plus de vol en fait. Après, je crois l'ajouter aussi un truc. J'entends bien, mais depuis l'extérieur. Bon, dans un premier temps, on fonctionnera comme on fonctionne actuellement, jusqu'à ce qu'on évolue, qu'on évolue. Enfin, ça viendra petit à petit. Le but, c'est d'être intercommunautaire et en fait, je remonterai la vidéo de 5 minutes, où je vous enverrai le lien de la vidéo de 5 minutes, où on la mettra. Je sais pas si tu l'as mis sur YouTube en voix française, si tu l'as mis en voix française, comme ça, je la repartage en écran parce que en 5 minutes, ça résume tout. Juste avant, je vais répondre à une question très intéressante. C'est une des raisons qui m'a fait partir en Afrique du Sud. Depuis quand One Small Town existe dans le concept? Est-ce qu'il y a déjà d'initiatives? Depuis quand et comment évolue-t-elle? Y a-t-il de nouvelles perspectives annoncées par Mr. Telendiar? One Small Town, ça fait à peu près 12 ans, je crois, aujourd'hui, qu'il travaille dessus, voire plus. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives? Il a essayé de lancer l'initiative en politique en Afrique du Sud, sauf qu'en Afrique du Sud, les municipales, en fait, c'est les gouvernements qui choisissent les municipales. Il a essayé de se présenter aux élections présidentielles. Il a eu 1 million de voix, mine de rien, 1 million de voix qui le soutiennent. Donc, comme quoi on n'en parle pas assez. Mais ça marche pas dans ce pays-là parce que le système politique fait qu'il n'y a pas d'élection au niveau municipal. Et moi, pour avoir rencontré pas mal de personnes tout autour, il n'y a pas ce côté, cette approche très pragmatique entrepreneuriale. Et j'aimerais franchement qu'en France, et moi je crois énormément aux Français, c'est qu'on arrive vraiment à lancer les choses ici. La France, c'est un pays où beaucoup de gens comptent dessus parce qu'on a un petit peu ce sang révolutionnaire. Mine de rien, c'est notre patrimoine et c'est un pays qui est pris beaucoup en exemple. Hein. Moi, je suis de double origine, je suis d'origine turque française. La France a annoncé le déconfinement le 11 mai avec des initiatives. Ils ont fait un copier-coller derrière. Hein. La constitution turque, elle est basée sur la constitution française, même s'il y a des défauts sur certains endroits. La France, vraiment, il y a beaucoup d'exemples derrière à prendre dessus. Quoi. Faut vraiment, faut, faut communiquer. Dès qu'un seul village aurait mis en place, vous allez voir, ça suffit. Juste un seul village dans le monde, peu importe dans le monde, qui arrive à le mettre en place, ça suffira largement. Et pour répondre à la dernière question, a-t-il de nouvelles perspectives annoncées par M. Media? Je suis directement en contact personnel avec lui. Donc, s'il y a du monde, je pourrais le faire intervenir et poser des questions en anglais et vous les traduire en français. Il y a des projets sur lesquels on travaille que je ne peux pas encore révéler parce que ça demande du travail et je préfère annoncer du concret plutôt que du spéculatif. Mais il communique, il partage beaucoup sur le groupe Ubuntu World France, Monde, pardon. Il partage dessus, mais on essaie de faire de notre mieux. D'ailleurs, Junait, je pense que les gens à la fin, là, ils voudront peut-être que, parce que tu vois, on a plein de gens dans le chat, bah, ils se disent, voilà, comment on s'investit, comment on se réunit. Moi, je pense à des projets pour le futur. On pourrait se présenter aux élections municipales, voire même aux élections présidentielles. Hein. Regarde, Tellinger l'a bien fait, et même d'ailleurs sans gagner, mais d'ailleurs, il faut être ambitieux, même si c'est pour faire connaître le mouvement, tu vois. Et il y a des dynamiques qui arrivent. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu peux faire ce genre de choses, même sans avoir à gagner une élection présidentielle. Le fait d'avoir la dynamique, ça amène des gens. C'est un coup marketing. Le faire pour du marketing, pour faire connaître, quoi, le sens littéral, clairement, pourquoi pas. C'est. Mais ouais, mais du coup, je sais pas comment tu le vois, mais peut-être que voilà, peut-être te donner un contact à la fin sur les pages et tout pour que tous les gens voilà qui sont motivés, bah on se réunisse tous et on se dise bah voilà. Et si on s'y mettait tous, parce qu'on a tous des envies, des ressources, des compétences, de l'argent, des maires qu'on connaît, enfin voilà. Donc, ouais. Clairement, le but c'est là aujourd'hui, il y a les élections encore, il y a le second tour, je répète. Allez en parler à des gens que vous connaissez qui sont sur des listes, montrez-leur la vidéo, invitez-les à la conférence, invitez-les au groupe Facebook, invitez-les dessus. Il y a une vidéo de 5 minutes, vous allez voir juste une vidéo de 5 minutes suffira largement. Moi, je suis largement disponible. Vous m'envoyez un mail pour des élus quoi que ce soit, je peux échanger, je fais l'intermédiaire avec Michael Ninja. Et donc, ouais. Pour répondre à la question de Laetitia, la priorité, 3 priorités qui est parlé dans le livre de Michael Ninja. La première, c'est l'autonomie alimentaire. Clairement, autonomie alimentaire. Deuxième, énergie, donc tout ce qui est électricité. Et troisièmement, éducation, l'éducation des enfants. Parce que, comme il dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et donc, en fait, une fois que nos enfants, on aura débridé leur potentiel, d'où le nom de la chaîne, d'ailleurs, une fois qu'on aura révélé leur potentiel qui est en eux, on aura une seule génération suffira à changer complètement la vision du monde. Ok, j'aime bien cette phrase aussi, je partage juste. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves et pourront se réaliser et découvrir des capacités qu'elles ne soupçonnaient pas. Exactement, parfaitement. Personne, ok.
Bien sûr, avoir du temps libre, mais personne n'aura envie de rien faire. S'il y a une communauté qui tourne bien, c'est avec plaisir que les gens vont investir de leur temps, quoi, tu vois. Tu vois, ce que j'aime beaucoup avec Ubuntu, c'est que les gens ont eux-mêmes la réponse à ça, tu vois. C'est pas un truc inventé, c'est pas un truc où j'ai créé, non, c'est en fait, les gens s'approprient le truc et c'est une vision tellement simple que c'est facile de la diffuser, en fait. C'est très facile à diffuser et à comprendre le principe. La nef ne propose pas de compte courant. Beyond the Beyond, ça ressemble Je peux répondre à ça. Alors, la nef propose pas de compte courant pour les particuliers, mais ça en propose pour les associations et les entreprises. Par contre, le crédit coopératif propose des comptes courants. Donc, le crédit coopératif, c'est les investissements qui sont environ à 60% éthiques. C'est pas parfait, mais c'est toujours mieux. Donc, voilà. Ok, alors, j'ai une question. Là, je me rends compte que je vais essayer de lire, je vais voir s'il y a des questions. Parce que, il y a beaucoup de commentaires super pertinents. Franchement, je ne pourrais pas tous les prendre. Beaucoup, bon, je prends celle-là. On commence quand et où? Nous, on cherche des gens qui passent. Ben, franchement, si vous êtes compétent dans un domaine de quoi que ce soit, infographie, vidéaste, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, et que vous avez envie de contribuer de votre temps, 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, rejoignez le groupe Facebook, je vous mettrai en commentaire. C'est Ubuntu France Contributionnisme. Vous avez également le mouvement, les ressources basées sur l'économie. Vous avez les 2 groupes. Venez, il y a plein de projets qui se lancent, plein d'initiatives. Le but, c'est de faire émulsifier quelque chose. C'est de créer une masse critique qui fait que l'information se diffuse au maximum. Moi, je veux personnellement essayer de maintenir une conférence 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines pour que vous invitez les gens dessus et qu'ils posent des questions parce que c'est toujours plus intéressant de poser des questions. C'est là qu'on a vraiment de la pertinence. Lisez le livre, partagez la vidéo de 5 minutes. Je vais vous partager la vidéo de 5 minutes en commentaire. Regardez la vidéo de 5 minutes. Elle est très claire, synthétique. Elle explique tout ce que j'ai expliqué en 5 minutes. D'ailleurs, vous pouvez aussi regarder un petit peu les documentaires du Venus Project, donc de l'économie basée sur les ressources. On mettra les liens. Donc, ça s'appelle The Choice is Ours et ça décrit justement ce monde avec ces villes écologiques bien faites, sans voiture. Pourquoi les robots, quand ils nous remplacent, c'est pas pour perdre notre emploi, mais c'est pour nous aider à gagner du temps libre. Et cet esprit contributionniste qui va très très bien avec Ubuntu, quoi, justement, faire des métiers passionnants qu'on aime et avoir du temps libre et aussi respecter la nature. En fait, c'est vraiment une synergie. Moi, je trouve Ubuntu et l'économie basée sur les ressources, c'est le plan pour y arriver. Et l'économie basée sur les ressources, c'est un plan justement qui met les choses bien pour dire comment on va arriver au plan final, à quoi la société va ressembler. Et je trouve que ça s'accorde très bien. Je ne sais pas si tu es d'accord, Junaid. Ouais, parfaitement. Non, parfaitement. Et puis, tellement trop. Du coup, je reprends la réponse de Indal. Donc, il répondait par rapport au bien. Peut-être qu'elle a déjà été posée. Comment mettre ça en œuvre, faire que, par exemple, dans les mois et à venir, tout cela c'est possible. C'est partager l'information. Étape numéro 1, partager l'information. Partager l'espoir. N'oubliez pas qu'une bougie allumée en vaut mieux que 1000 éteintes. Partagez l'espoir, partagez l'espoir. Plantez la graine dans l'esprit des gens que c'est possible. Si elle n'émerge pas aujourd'hui, elle finira par émerger un jour. Donc, il y a Sam Cook qui répond très bien à la question. Répétez le message, répétez le message, répétez le message. C'est ça. Il y aura plein de gens comme moi, comme Pierre-Alexandre, qui vont s'approprier le modèle et qui vont prendre des initiatives encore plus folles que les nôtres. Effectivement, soumettre aux idées, planter des arbres fruitiers et des places ornementaux. Franchement, c'est évident. Et je comprends pas pourquoi on le fait pas. Mais c'est juste Nous, dans le mouvement EBR, on va faire ça. On va mettre des arbres fruitiers partout et créer des grands potagers publics. Les gens, voilà, ils auront un contact avec la nature. C'est quand même dingue, quoi. Alors, je fais une autre promotion prochainement. Je prévois une vidéo là-dessus, énergie libre. Donc, c'est un des trucs d'ailleurs. J'utilise un petit peu, c'est un des projets sur lesquels je travaille. Donc, je vais en parler. Donc, pour ceux qui savent pas un petit peu, qui arrivent par Facebook, quoi que ce soit, moi sur la chaîne Débrider votre potentiel, je parle beaucoup je parle un peu de complot et je vais parler de beaucoup de choses en fait. Ça va prendre du temps, mais j'ai parlé de beaucoup de technologies aussi et vous allez voir, je suis débordant de ressources pour vous démontrer à quel point tout ça c'est possible. Je vais voir si moi, si jamais tu as donné tes questions, comment on fait avec ceux qui sont propriétaires riches, fameux système actuel et qui ont accaparé les terres. Attends, comment on fait avec ceux qui sont propriétaires riches, les fameux 0,01% qui profitent du système actuel et qui ont accaparé les terres, les maisons, immeubles, l'entreprise, on les exproprie, on construit à côté de quelque chose de nouveau, on existe des systèmes. On aura tellement d'argent qu'on les achètera. En fait, l'offre et la demande. Il y aura tellement très peu de personnes qui voudront les acheter, qui vont devoir brader le prix, et ils vont tellement brader le prix que nous, on aura les moyens de l'acheter. Il y a un moment donné, si 99% de la population, sans aucune violence, dit bon, mon loulou, t'es bien mignon, on te laisse si tu veux encore, allez, 1 million d'hectares si tu veux, déjà c'est énorme, allez, même, 100 000 hectares, on te laisse et on prend le reste. Mais vas-y, fais ce que tu veux, fais tout seul dans ton coin, on verra combien de temps tu vas tenir.
Mais non, en fait, le besoin d'appartenance, il est humainement très fort. Les gens vont naturellement vouloir rentrer dedans. Il y a plein de tests sociologiques qui sont faits où ils s'amusent à faire lever tout le monde et les gens, ils suivent le mouvement même s'ils ont tort, en fait. Et ça prendra le dessus, en fait. Sur ça, j'ai. Pour rebondir là-dessus, il faut savoir que les gens qui sont très très riches, en fait, ils sont riches aussi parce qu'ils peuvent exploiter des gens. Ils ont des esclaves financiers, donc des gens, ils savent qu'ils peuvent les sous-payer en les payant au SMIC ou moins dans des pays comme le Bangladesh ou la Chine. Mais à partir du moment où tu donnes l'accès aux ressources aux gens et qu'ils sont plus obligés de travailler pour ces entreprises-là, bah, les gens, ils ont plus rien. Ou si demain tu crées des nouvelles villes propres, écologiques, en forme de cercle, où les logements sont gratuits, bah, toutes ces richesses, en fait, tous ces logements qu'ils allaient vendre super cher, avec l'offre et la demande, bah, ça va tomber à zéro, ça vaudra plus rien. Donc naturellement, en fait, ils pourront pas faire face à une grande vague comme celle-là. En fait, ils seront débordés. Ouais, hop, je vais essayer de zapper les questions pour les questions. Je réponds à ces questions. Ubuntu, pourquoi ce discours politique? Alors, Ubuntu, c'est une philosophie contributionniste, c'est un modèle structure sociale et économique. Et malheureusement, effectivement, on est tôt ou tard obligé de toucher la politique, mais pas la politique au sens corruption qu'il y a en haut, mais on parle de la politique, ce qui est censé être de base, l'organisation pour le peuple et pas par une poignée de personnes, en fait. Donc, normalement, la politique, c'est ça. C'est pas une poignée de peuple qui gouverne tout le monde, hein. C'est juste la vie de la société. C'est juste ça la politique. Donc effectivement, c'est pas moi personnellement, c'est pas ma philosophie d'aller jusqu'au présidentiel. Moi, ma philosophie c'est municipal et c'est mes prochaines années investissement à fond. J'encourage ceux qui veulent aller jusque là, je serai derrière, il n'y a aucun problème. Mais en fait, ça devient trop complexe pour avoir été en politique aussi. Hein, j'ai été en politique aussi dans le passé. C'est énergivore. Là, ok pour l'Afrique, mais je dis au Canada que le maire Higgins, ouais, pas de retour en fait. Et le retour que j'ai eu apparemment, c'est que mine de rien, finalement, il y a eu appropriation. Enfin, ça, ils n'ont pas vraiment respecté la philosophie en fait, qui fait que d'ailleurs ils ont laissé faire, ils sont pas là parce qu'ils respectaient pas vraiment la philosophie Ubuntu. Il y avait beaucoup plus un intéressement financier apparemment. C'est ce que j'ai eu comme écho. C'est de l'écho, c'est pas des faits. Je peux pas vérifier. J'ai pas eu d'autres retours. J'ai pas vu d'autres retours non plus. Donc si t'as des trucs, je prends. Euh, hop, j'aime bien ça. J'ai l'impression que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui qu'une 10 ans en arrière. Ouais, effectivement, nos visions évoluent complètement. Et si ce village faisait pousser d'autres nouveaux villages, c'est exactement l'effet que ça va avoir. Ça va avoir un effet domino. Il existe des villages entiers à vendre en France. Pourquoi ne pas commencer par unir un premier groupe de partenaires dans ce projet? Pourquoi pas? Pourquoi pas, honnêtement? Honnêtement, pour moi, j'étais le premier francophone à parler d'Ubuntu. Je peux pas me mêler dans tous les sens, mais au bout d'un moment, il y aura tellement une masse que c'est une technique, c'est une méthode. D'ailleurs, tout le monde déménage dans une ville, on prend tous notre carte électorale et le problème est réglé aussi. Ça sera dans 6 ans. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à planter un maximum de graines dans ces élections-là et qu'on prépare la rigueur dans 6 ans et en parallèle quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est pas la priorité de mes 2-3 prochains mois, c'est pas ça, ça sera probablement après. Là, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de listes qui sachent qu'il y a un modèle qui existe. Ouais, il faut communiquer parce que quand tu as une masse critique, bah, les gens vont le faire d'eux-mêmes, quoi. Les groupes vont se former et les villages vont basculer, quoi. J'aime bien celui-là. Moi, je préfère vous séduire. Merci, Indial. Comme quoi, tu vois, hop, la vidéo mentionnée. Donc, il y a eu les partages des liens. Je sais pas si c'est moi qui les ai partagés. Ok, je savais même pas. Économie basée sur le site, sur le mouvement. Vous inspirez des mouvements municipalistes. J'ai pas très bien compris la question. Ça, c'est les mouvements, je crois que elle parle de l'Espagne. Tu vois, toutes les listes qui proposaient des modèles alternatifs en Espagne, genre Podemos. Ok, ah oui, j'ai eu écho. En fait, tout ça, enfin, on le voit en fait. Juste avec les commentaires, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises partout en fait. Prenez-en un qui concorde avec votre vision de la vie et allez-y à fond. On arrive dans une société où il faut aller à fond, faut pas avoir peur. Ok, bon, on a quand même pas mal de quelques personnes pessimistes. Vous avez le site web. On a le site web en anglais, c'est Ubuntu, c'est Planet Ubuntu. Je vais arriver. À chaque fois, je confonds avec Planetoscope. Planet.ubuntu. Vous tapez Planète Ubuntu contributionnisme sur Google, on trouve normalement. Et nous aussi, on a un site web, du coup, vous tapez mouvement pour une économie basée sur les ressources et vous tapez Venus Project. Alors, le Venus Project, il est en anglais, celui-là. Et du coup, en français, on a commencé, il est tout nouveau, hein, donc soyez indulgents. Mais le site, ouais, mouvement EBR. C'est le groupe Facebook que je vous ai envoyé. Donc, s'il y a de nouvelles questions, on prend 1h30, c'est parfait avec les questions. Ouais, faut pas faire trop long non plus, hein.
Ouais, je vais juste un petit peu m'attaquer. Alors ça bug. Je sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez Junate, mais en tout cas, voilà, lui, il a encore perdu sa connexion, je crois. Alors, au je vais. négativisme parce que c'est vraiment. Ouais, excuse-moi, on m'a appelé encore, ça a coupé. Ouais, c'est Ouais. bon. Pour Je reçois. 5G, revenu universel, honnêtement, ça, effectivement, il y a des gens qui ont un plan qui ne correspond pas pour l'humanité, mais vu ce qui se passe actuellement dans le monde et on ne médiatise pas assez ce qui se passe, n'oubliez pas qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et comparez bien la taille des deux. Et en fait, on va pas médiatiser les bonnes choses qui se produisent. Et il y a des milliers de bonnes choses qui se produisent. Rien que, je crois que j'avais enregistré, j'ai 800 articles. Sur les 800, je crois, j'ai à peu près 300, 400 articles de bonnes initiatives faites à travers le monde et juste la moitié des initiatives peuvent changer radicalement la vision du monde. Donc non, non, honnêtement, je serai le premier à rester debout contre ça, le premier, il y a aucun problème avec ça, je préfère mourir et refuser le système, et me battre pour refuser le système que non, je n'y a pas de biais, c'est pas en disant ce sera malheureux, non, 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 je suis désolé. On va se battre, on est des millions de personnes à travers le monde à vouloir se battre, on va se battre de manière la plus diplomatique, la plus artistique, la plus belle qu'elle soit, mais on va le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, je reprends la question ici. Ce n'est pas important de suivre l'évolution. Si, mais en fait, c'est pas. Bah, en fait, non, parce qu'il est tout seul. Donc, en fait, ça n'a pas la philosophie Ubuntu. Alors qu'Ubuntu, c'est la communauté, en fait. S'il n'y a pas de communauté, la communauté va s'approprier tout seul. Et en fait, s'il est tout seul et qu'il n'y a pas de communauté, c'est pas Ubuntu. Donc, donc, pas besoin de suivre, en fait. Merci, Alex. Hop. Ok. McKinsey, une initiative différente thématique. Alors, ouais. Bon, McKinsey l'a voulu écrire, je pense. Bon, mais, ah non, Make Sense, excuse-moi, j'ai mal lu. Make Sense publie une liste des initiatives de différentes thématiques. Ok, je connaissais pas. Je connaissais pas. Il y a également transiscope.org, pour ceux qui connaissent pas. C'est un site qui référence toutes les initiatives humaines, communautaires, etc. prises en France. Transiscope.org. Je vous l'écris. Je vais vous partager la vidéo de 5 minutes de One Small Town pour les derniers qui sont là. Et après ça, je vais vous partager d'abord le lien pour la newsletter, ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter Ubuntu. Donnez-moi 3 secondes le temps que je le retrouve. Hop. Donc, c'est une newsletter mail. Donc, pour vous tenir au courant par mail de ce qui se passe. Ah, c'est devenu trop long. Je suis désolé. C'est bon, j'ai. Ok, donc ça c'est le lien pour la newsletter et du coup je partage la vidéo et après on se quittera après cette petite vidéo de 5 minutes. Je fais un partage d'écran. Ok. Je vais agrandir l'écran, je vais juste laisser l'écran. Voilà, je vais mettre Hello, I'm Michael Tillinger, and I'm the founder of the Ubuntu Liberation Movement. Welcome to the launch of our new strategy and plan of action, which we call One Small Town Can Change the World. So, what is our plan? First, we find a small town of around 5,000 people who want to participate in their own makeover, their own salvation, their own rescue mission. Then we find consensus between the people, the mayor, and the council. We identify the special skills and talents of the people. We identify the industrial and environmental potential of the town. Then we develop a razor-sharp business plan for a variety of community projects to match these skills and individual potential. These projects are actually meticulously well-planned businesses, but there is one huge difference between these and other businesses. These belong to all the people of the town.
together with the investors that made it possible. Everyone in our town who participates in the transformation will contribute 3 hours per week towards one of these new projects. This creates a powerful free labor force that no other corporation can compete with. Then comes a really critical part of our plan. We analyze how much our town needs to consume of everything we produce. And then we produce at least 3 times as much as we need. We can do this with ease because our cooperative labor force. Everything we produce is distributed freely to everyone who participates, and the other 2/3 are sold on the open market to our neighboring towns and cities, or even exported if need be. But herein lies the twist. We sell whatever we produce cheaper than any other supplier. How is this possible? Because of our free labor force and the ingredients that we supply ourselves. And so, in a strange twist of fate, money will become the tool that destroys capitalism. It becomes clear that contributionism devours capitalism wherever it may be. This will lead to a substantial income stream from all our projects very quickly. From food to technology, healthcare to music, tourism to engineering, and so much more that would not be possible in a capitalist model. Why? Because it would simply not be financially viable. Set your imagination free and imagine how much wealth our little town will create from just 50 new projects. But what do we do with all this money? We keep it simple, as we always should. 1/3 goes to the investors or the farmers or the factory owners that turn their businesses into a community project. 1/3 goes to upgrading and maintaining and constantly creating new projects based on the needs and skills of the people. And the last third is distributed equally to everyone who participates in the projects. This provides for an elegant and simple transition phase. No one has to leave their job because everyone has 3 hours a week. And very soon, the people of our town will be receiving more money from community projects than their jobs, while getting most of the things we need to live for free. As this abundance begins to grow and our town becomes wealthy beyond comprehension, new projects will start up every week, giving expression to the creative talents of our people. One by one, the people who work for the mines and other dangerous industries will leave their jobs because they earn more money and benefits from contributing only 3 hours per week. And without any resistance, opposition, or conflict, the nasty corporations will close because nobody will work there anymore. And the existing system will simply shut down and fade from our memory as we create a new system and a new social structure. At this point, we realize that we don't need money at all. And yet we have more money now than we've ever had before. Everyone will know that money does nothing and people do everything. And so, in a strange twist of fate, we use the tools that enslave us to free us from that slavery and build an unshakable foundation in which the tools of enslavement have no more effect. There has never been a simpler way to unite the people and create abundance and prosperity for everyone. And there has never been a more lucrative investment opportunity to conscious millionaires to participate in creating a true utopian future for everyone. So, which will be the first small town to start the domino effect? Just one small town that'll change the world. Why not yours? Alors, j'ai vu des questions. Alors, juste passage, j'en profite aussi pour partager la page du mouvement d'économie basée sur les ressources. Chaque fois, j'ai MEBR sur la tête. Et si je pense à Member. Donc, je vais partager le lien. Je vous envoie ça dans 3 secondes, tant que la page charge. Je vais répondre aux questions qu'il y a eu entre-temps. Quels sont vos projets en cours les plus concrets à part le partage d'infos?
Je travaille sur un projet actuellement, je travaille sur la permaculture, mais honnêtement, pas grand-chose. Dans le sens où il y a des projets, on a développé des choses, mais en fait, tant qu'il n'y a pas l'aval d'une communauté, on ne pourra pas créer un projet autour de la communauté. C'est plus ça la question. Il n'y a pas de truc concret, pragmatique, c'est fait par une communauté encore. Vous aurez dû commencer avec cette vidéo. Justement, ma volonté, en fait, c'est que je commence par... en général, les gens connaissent un peu plus ou moins, ont vu au moins la vidéo de 5 minutes, et je rentre dans le détail. Après, je remets la vidéo, et pour ceux qui n'ont pas vu,